Bonsoir, chers amis du Festival Sciences Frontières. Toxicitude. Alors pour ce débat et cette conversation entre les intervenants et avec vous, qui va durer le temps qu'il faudra, mais 2 petites heures, le Festival Sciences Frontières accueille André Cicolella. Je vous présenterai les intervenants plus en détail ensuite. Louis Oringa, Jacques Florentin, David Servan-Schreiber. Corinne Lepage ne sera pas là ce soir, je le regrette, mais elle sera là demain à 14h45 pour vous donner elle-même un scoop sur une actualité judiciaire portant sur l'environnement. C'est très important, c'est ce qui motive qu'elle ne sera pas là ce soir, mais je lui laisse demain la primeur des nouvelles qu'elle veut vous donner. Alors, je vous présente les intervenants. André Cicolella est chimiste et toxicologue, chercheur en santé environnementale et spécialiste de l'évaluation des risques sanitaires. André Cicolella, vous fondez avec Jacques Testard la fondation Sciences Citoyennes. Vous êtes, ou vous avez été, je ne sais pas, responsable de la commission santé des Verts. Vous êtes toujours. Ouais. Tout change chez les Verts, mais vous êtes toujours responsable de la commission santé des Verts. Vous êtes à l'origine de la création de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement. Vos centres d'intérêt, alors ils sont très nombreux, on ne va pas tous les citer, mais vous avez rédigé un ouvrage sur cette question de l'amiante et son déroulement dans le temps depuis les années 50. Non, enfin, vous êtes intervenu sur le sujet de l'amiante, en tout cas. Oui, voilà. Bon, les métaux lourds, mais surtout qu'il me suffise de citer les éthers de glycol, sur lesquels on reviendra probablement, parce que c'est au cœur de notre sujet de ce soir. Votre maître mot, maîtriser les facteurs de risque. Ensuite, Louis Oringa. Louis Oringa est directeur du Centre d'information des viandes. Il vous expliquera peut-être tout à l'heure ce qu'est cet organisme original. Vous êtes actuellement mandaté par le ministère de l'Agriculture pour contribuer à l'information des consommateurs sur la grippe aviaire. Alors, d'un point de vue sanitaire, bien sûr, mais aussi sur son aspect relatif à la consommation de volailles, et vous aviez déjà eu la même fonction lors des 2 crises dites de la vache folle. Vous êtes donc vraiment un spécialiste de l'information collective vers le consommateur, et vous nous direz un petit peu ce que comprend le consommateur, ce qu'il ressent, ce qu'il dit et comment il agit. Jacques Florentin. Alors Jacques Florentin aime à se définir lui-même comme tout d'abord pharmacien. Pharmacologue, certes, mais pharmacien, président de la Société française d'ethnopharmacologie. Cette discipline de l'ethnopharmacologie, vous l'envisagez non pas comme une sorte de pillage des savoirs et des ressources détenues par d'autres civilisations, mais comme un savoir à utiliser pour le développement des communautés concernées. Vous êtes aussi chargé de cours et vous êtes expert à la FSAPS. David Servan-Schreiber, vous êtes médecin, psychiatre, alors au cours d'une carrière déjà bien remplie. Vous êtes intéressé à la psychiatrie clinique, bien sûr, aux sciences neurocognitives. Ça ne vous a pas empêché d'agir dans le cadre de Médecins sans frontières dans beaucoup d'endroits du globe, Kosovo, Kurdistan, Guatemala. Alors, vous êtes couvert de prix pour vos recherches et vos publications, donc je vais en citer aucun parce qu'il faudra en citer trop. Et vous avez choisi, ce qui est une forme de risque, de populariser le fruit de vos recherches et de votre pratique vers le grand public par le moyen de la presse grand public et de livres. Alors, on n'est pas impunément le rejeton d'une belle lignée d'éditeurs, d'écrivains, de journalistes. Alors, vos livres ont du succès et vous figurez régulièrement en tête des ventes d'essais et de documents, tant mieux. Parce que finalement, ce que vous essayez de faire, c'est donner à tous et à chacun le moyen d'avoir prise sur sa propre vie. C'est un beau projet, c'est un peu celui du Festival Sciences Frontières. Alors, je vous propose, pour commencer, de dérouler dans vos imaginations un petit film d'horreur. On participe tous, on s'y met tous. Alors, c'est une maison hantée. Et vous essayez de trouver un refuge. Alors vous allez dans les combles. Alors là, les isolants à base de fibres, de laine minérale, vous font autant peur que le traitement des charpentes, que les produits utilisés pour le traitement des charpentes. Alors au secours, vous courez à la cuisine, mais là, les biocides vous menacent, l'aluminium des casseroles vous guette. Alors les casseroles sont bien alignées sur les meubles en lamellé collé, avec leur colle et leur résine agressive.
Alors, au secours, ouf, la chambre, mais la moquette vous tend un piège, vous ouvrez le placard, antimite et insecticide vous agressent, alors vite au salon, mais là il y a les éthers de glycol du lave-vitre, les peintures, les lingettes à dépoussiérer les meubles qui vous font fuir, alors vous filez dehors en évitant la salle de bain et ses cosmétiques, et là c'est l'horreur, vous dites je suis enfin sauvé de la maison hantée par les toxiques, eh bien non, vous n'êtes pas sauvé, car dans le jardin, dans ce petit havre de paix que devrait être la pelouse, eh bien, vous attendent pesticides et engrais. Voilà, alors on va se réveiller du cauchemar. Effectivement, autour de nous, les toxiques s'amoncellent, ceux du corps, de l'esprit, de la nature. Alors comment les détecter, les contrer et puis éviter, à tout le moins, d'en produire? Comme c'est la règle à Sciences Frontières, nous rechercherons ensemble des solutions pratiques et individuelles. Et avec vos questions, chers amis de Sciences Frontières, qui êtes dans la salle. Mais tout d'abord, on a besoin d'un petit point. C'est Jacques Florentin qui va nous le faire. Un petit rappel, parce qu'avant que la pollution humaine à grande échelle nous entoure, elle n'existait pas pour nos très lointains ancêtres, mais pourtant, il y avait bien des toxiques dans la nature. Ça existait, des toxiques. Donc, c'est intéressant de savoir comment l'homme a appris à éviter les toxiques ou à les maîtriser. Jacques. Alors la première question qu'on se pose, effectivement, comment l'homme a fini par trouver les bonnes substances des mauvaises, les poisons et les médicaments? Alors la première démarche à laquelle on pense tout de suite, c'est celle de l'empirisme, c'est-à-dire qu'il a testé. Donc il a testé les poisons, il a vu effectivement celles qui le rendaient malade, celles qui étaient mortelles, et donc il les a évitées. Il a ensuite testé les remèdes de la même manière. Et effectivement, les premiers guérisseurs qui ont remporté des succès sont ceux qui ont trouvé des plantes antidouleurs. Parce que là, effectivement, l'observation clinique immédiate, si ça soulage la douleur, c'est efficace. Et donc, de cette manière-là, les sélections se sont faites au fil du temps, au fil des années, au fil des siècles, pour sélectionner finalement à la fois des plantes alimentaires utiles, des poisons qui étaient utiles aussi, parce qu'on a les poisons de guerre, les poisons de flèche, les poisons de chasse, et puis les médicaments pour se soigner. Mais on se demande aussi si ce système continue, et je pense qu'il continue. Parce que toutes les médecines traditionnelles continuent à sélectionner des plantes utiles, que ce soit dans le domaine du sida ou dans d'autres domaines. Et j'ai une expérience très récente, j'étais parti à La Réunion il y a 2 mois pour une expertise pour développer la filière plantes médicinales. Et le virus de la chikungunya se développait déjà il y a 2 mois, mais pas de manière importante. Et j'aurais dit, mais il faut... Depuis mars. Voilà. Et en visitant quelques tisaneurs dans la montagne, en discutant avec les gens, en leur demandant, mais vous utilisez quoi contre cette maladie? Parce qu'à l'hôpital, on vous dira qu'il n'y a pas de médicaments. On va soulager la fièvre avec des fébrifuges, on va soulager l'inflammation avec des anti-inflammatoires, mais il n'y a rien de spécifique. Et en parlant comme ça, ils ont déjà 2-3 recettes qu'ils utilisent pour cette maladie-là. Donc je redis, une chose qu'il faut faire tout de suite, mettez rapidement en route un inventaire pour savoir ce que les gens utilisent, parce que qui sait s'il n'y a pas là-dedans une plante antivirale utile. Est-ce que je pourrais avoir l'ordinateur à l'écran, s'il vous plaît? Et ça, c'est la première question. Alors la deuxième question, est-ce que ces plantes ont toujours été sélectionnées de cette manière-là, par l'empirisme et par l'expérimentation? Si on regarde une simple recette, celle de la sélection de l'ayahuasca, par exemple, cette plante des chamans, eh bien, ces plantes utilisées par les chamans, il y en a 2. Il y a le Banistepteris, Capi, et puis Psychotria. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'ayahuasca, la recette de ces plantes hallucinogènes, ne fonctionne que s'il y a les 2 plantes. Donc il y en a une qui a effectivement une activité psychotrope sur le système nerveux central, et l'autre, elle intervient parce qu'elle empêche cette plante, ce produit, d'être dégradé par le système enzymatique intestinal et stomacal. Donc c'est extraordinaire. Une plante, elle est active, mais pas par voie orale, sauf si elle a une autre substance qui la protège de la dégradation. Alors est-ce que l'empirisme, la sélection naturelle, a permis de trouver cette association de 2 plantes? Au point de vue probabilité, vu le nombre de plantes qu'il y a dans l'environnement des forêts tropicales, ça paraît difficile à expliquer. Alors, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres approches de la connaissance? Et effectivement, est-ce qu'il y a eu une médecine instinctive? Est-ce qu'il y a eu un certain nombre de connaissances acquises, innées, en fait, auxquelles on n'a pas toujours accès et qu'on peut retrouver par des modificateurs de conscience ou par des trans? C'est la question qu'on se pose. Mais il y a vraisemblablement plusieurs sources de recherche des savoirs traditionnels.
Alors on a posé la question, l'amertume cache un poison naturel. Bon, c'est vrai que les amers, c'est pas seulement des toxiques. On a effectivement la strychnine qui est un toxique, mais à faible dose, le poison fait le médicament. Et on a aussi surtout les apéritifs. N'oublions pas la Suze, qui sont des apéritifs faits avec des principes amers. Et on a donc de nombreuses substances amères qui sont en fait des médicaments. On peut penser donc à la gentiane, l'effet apéritif, l'effet digestif, l'absinthe, qui a des propriétés vermifuges, le méniante, qui lui a des propriétés vénotoniques, et puis l'arpagophytum, avec ses iridoïdes, qui lui est un anti-inflammatoire. Et donc on a là effectivement des amers qui deviennent des médicaments. Alors la question qu'on se pose, et les animaux, comment ils font pour se soigner? Alors il y a des travaux remarquables qui ont été menés par un Américain qui vit au Japon, Michael Hoffman, et qui a étudié la pharmacopée des singes. Alors lui, il a remarqué que quand les singes sont parasités, eh bien, ils s'écartent du groupe et ils vont consommer deux types de plantes. D'abord, ils consomment un Vernonia, et là, ce sont la moelle des tiges qu'ils consomment. Eh bien, on a un collègue marseillais qui travaille sur les antiparasitaires, et il a effectivement trouvé que dans le Vernonia, on a des substances amères, des lactones sesquiterpéniques, qui sont efficaces contre les vers. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, parce que le singe ou le chimpanzé sait que les principes actifs se trouvent dans la moelle, ils sont amers mais non toxiques, alors que les précurseurs de cette molécule, les vernadolines, se trouvent dans les feuilles et sont toxiques. Et il sait où se trouve la partie active et non toxique de cette plante. Et puis ils utilisent une deuxième plante, de nouveau en association, qui est l'aspilia. Et alors là, c'est extraordinaire parce qu'il ne va pas mâcher la feuille comme il mâche la moelle des tiges, mais il va l'avaler, sans la mâcher, et on la retrouve telle qu'elle dans les selles. Et là, les collègues ont cherché des principes actifs, ils n'ont rien trouvé, pas d'effet biologique de ces molécules, mais par contre, un effet qu'il a appelé velcro, c'est-à-dire que cette plante a des poils en forme de crochet sur ses feuilles et va décrocher les vers qui ont été neutralisés par l'autre plante. Donc là aussi, on a de magnifiques exemples d'associations de plantes qui ont une efficacité. Alors, et chez le singe, c'est inné ou c'est acquis? Alors, voilà, à sa manière que l'on connaît ici, Jacques Florentin pose bien le débat. C'est pas bon ou mauvais, c'est une certaine complexité, donc une gestion d'une certaine complexité. André Cicolella, on va proposer ensemble, si vous voulez bien, une petite devinette à la salle. Si on peut mettre un peu de lumière à la salle, qu'on voit qui répond bien. Alors, je sais pas, on offre un café ou une consommation. Celui qui répondra bien, on n'a pas les moyens de faire vraiment mieux. Qui est Marie Dimplan? Ah, je suis sûr que quelqu'un ici à Marseille... Alors, je vais vous donner un indice, c'est une Marseillaise. Qui est Marie Dimplan? Donc, que quelqu'un ne me dise pas, c'est moi, elle est morte il y a longtemps. Pardon? Non, c'est pas un apéritif, Marie Dimplan. Bon, je vois que... Oui, il y a quelqu'un, malin. C'est pas l'inventeuse de la bouillabaisse. Je vais vous dire qui est Marie Dimplan, et puis ensuite, ça permettra à André Cicolella, lui aussi, d'introduire son débat. C'est une lavandière marseillaise. C'était la première victime de la peste à Marseille, le 20 juin 1720. Et André Cicolella va vous dire dans quelles circonstances, et vous verrez que cette question qui est restée ancrée dans les mémoires, même lointaines ici, a bien un rapport avec notre débat. Alors, je ne l'ai pas connue personnellement, je précise. Il y en a. Mais il y a certainement, encore qu'elle est morte à 58 ans, ce qui était déjà un âge avancé pour l'époque, en 1720. Il est possible qu'elle ait des descendants. On m'a dit qu'effectivement, il y avait chaque année, on faisait encore un service religieux ici en hommage à la Vierge qui, pour certains, a arrêté l'épidémie de peste en 1720. Enfin, l'a arrêté, mais un peu tardivement, parce qu'il y a eu 50 000 morts sur 100 000 Marseillais à l'époque. Et donc pourquoi effectivement, bon, c'est un exemple que j'ai développé dans un article que j'avais fait dans Le Monde au mois d'octobre à propos de Rich. Et parce que je trouvais que, enfin moi l'image me semblait bien poser l'enjeu de Rich. Donc Rich, je pense que... Voilà, on y reviendra plus tard. Rich est une future réglementation... C'est une réglementation européenne qui est en train d'être votée et discutée, qui vise
à évaluer les risques des substances chimiques qui forment notre environnement, des substances chimiques qui ont été mises sur le marché depuis principalement les années 30. Je pense qu'à l'occasion de cette discussion sur REACH, je crois que l'opinion a commencé à prendre conscience des enjeux et de l'importance de ce problème qui avait été quand même largement masqué, puisque on est passé d'une production chimique de 1 million de tonnes en 1930 à 400 millions de tonnes aujourd'hui. Alors pourquoi le rapport avec l'épidémie de peste? C'est parce des contraintes économiques, c'est ça. Voilà, c'est parce que très rapidement l'histoire de la peste de Marseille, c'est effectivement un bateau qui va charger des étoffes au Liban, et qui revient avec sa cargaison pour la foire de Beaucaire et qui aussi charge au passage un marin turc qui va décéder 48 heures après de la peste. Donc après une première escale à Livourne, il aurait dû être arrêté, mais enfin c'est une longue tradition des ports italiens d'être coulants sur la réglementation. Rappelez-vous l'ERICA. Et donc ils repartent vers Marseille et les armateurs sont prévenus. Donc, et ils négocient avec les échevins de l'époque une quarantaine douce, alors qu'ils auraient dû avoir une quarantaine dure parce qu'entre-temps, il y a 10 membres de l'équipage qui sont morts de la peste. Et parce qu'il fallait absolument décharger la cargaison pour la foire de Beaucaire, c'était absolument immanquable. Et donc les marins vont être confinés dans un lazaret, ils sont censés ne avoir aucun lien avec l'extérieur. De fait, ils vont passer leur linge sale à des lavandières, notamment à Marie Duncan, qui va en même temps que le linge sale, on va avoir effectivement la peste qui va être transmise et ça fera 50 000 morts sur 100 000. Et y compris ceux qui avaient donné l'autorisation, les échevins, les armateurs, vont être victimes de cette peste. Et je crois qu'on est un peu dans une situation du même genre, alors dans un contexte évidemment très différent. Puisque aujourd'hui, moi je fais la comparaison avec l'épidémie de cancer. L'épidémie de cancer aujourd'hui, c'est un homme sur 2, une femme sur 3. Donc on est dans des proportions de même ordre. Évidemment, c'est plus discret que la peste où les gens mouraient dans la rue, il fallait effectivement les charger sur des tombeaux. Ça se fait de façon plus soft, ça se passe à l'hôpital, c'est plus discret. Mais ceci étant, le phénomène même est en croissance régulière depuis, on a les chiffres en France, 63% de nouveaux cas en 20 ans. Et cette croissance ne peut pas s'expliquer uniquement par le vieillissement, puisqu'on sait que le vieillissement, c'est 28%. Donc il reste 35% de causes environnementales. Et dans les causes environnementales, on a de plus en plus d'éléments pour dire que la pollution chimique généralisée joue un rôle important. Alors c'est pas la seule, il y a d'autres facteurs de risque qui vont se cumuler. Mais incontestablement, dans la croissance de cette épidémie, on a effectivement cette responsabilité. Et donc, je fais le parallèle avec l'épidémie de peste, c'est-à-dire que ceux qui diffusent les produits chimiques, c'est-à-dire les industriels de la chimie, les producteurs de risques sont eux aussi touchés par le cancer. Ils font des cancers du sein ou de la prostate comme les autres et ils ne peuvent pas penser comme les passagers du Titanic parce qu'ils sont dans la catégorie première classe échappés au sort du Titanic. Alors je crois qu'on est un peu dans cette situation-là et ça nécessite effectivement de réagir, sauf que là par rapport au Titanic ou par rapport à l'épidémie de peste, on a aujourd'hui des moyens de réagir et REACH, c'est la première réaction majeure, la première politique publique majeure pour faire face à cette situation assez inquiétante. Merci André. Je vous propose qu'on consacre tout à l'heure un plus grand temps à REACH parce que c'est quand même au cœur de l'actualité. C'est très important qu'on explique exactement, pour ceux qui ne le savent pas, mais beaucoup le savent ici, de quoi s'agit-il, où on en est, quelles sont les dernières actualités à ce propos. Mais enfin, d'ores et déjà, ce que vous nous dites, c'est vous dites en fait aux parlementaires européens, aux ministres européens, ne soyez pas les échevins de Marseille du XVIIIe siècle. C'est ça le message. David Servan-Schreiber, comme la force, la toxicité est en nous, c'est ce que vous nous dites, mieux nous la produisons. Loin d'opposer le corps et l'esprit, vous donnez un peu tort à Descartes et raison à Spinoza. On parlait de Spinoza cet après-midi, dans un débat cet après-midi. L'hostilité, ce que vous appelez l'hostilité, le stress, qui ont aussi leur utilité dans beaucoup de circonstances de la vie, mais ont des effets sur notre organisme. Alors nos émotions influent sur notre système immunitaire. Pouvez-vous nous dire comment serions-nous nos propres producteurs de toxiques? Et comment pourrait-on cesser de l'être? Moi, ce qui me passionne, Claude, c'est le fait qu'il existe
nécessairement à l'intérieur du corps humain, d'ailleurs de la plupart des organismes vivants, des mécanismes naturels de rééquilibrage, d'auto-guérison. Si je fais la cuisine moi-même beaucoup et je suis assez maladroit, ce qui m'a réorienté très rapidement de la chirurgie vers la psychiatrie, ce que je n'ai jamais regretté, mais je continue d'être maladroit. Et je me coupe quand je fais la cuisine. Ça vous est arrivé à vous aussi. Je constate à chaque fois quelque chose d'assez miraculeux, c'est que le sang s'arrête de couler de lui-même et qu'au bout de 2 semaines, on ne peut même pas voir où était la cicatrice initiale tellement ça s'est bien refermé. Ça, c'est une évidence, mais c'est une évidence qui nous rappelle qu'il existe un mécanisme parfaitement naturel de rééquilibrage, d'auto-guérison à l'intérieur du corps. La même chose existe dans le domaine de l'émotionnel, qui fait que nous avons tous vécu des moments difficiles, des ruptures amoureuses, la maladie d'un enfant qui nous a beaucoup affectés au moment où c'est arrivé. Et puis avec le temps, on arrête d'en rêver, on ne fait plus de cauchemars, on n'y pense plus pendant la journée et ainsi de suite. Donc il existe un mécanisme naturel. Il y a des tas de circonstances dans lesquelles nos mécanismes naturels d'auto-guérison ne sont pas suffisants et nous avons besoin d'intervenir, que ce soit par des plantes ou par l'intervention d'un psychiatre ou d'un psychologue qui nous aide à passer à travers ça. Mais il reste que, même lorsqu'on intervient, il est important que cette intervention extérieure tire parti du fait que ces mécanismes naturels d'auto-guérison sont là pour nous amener vers le maximum de santé. Sur ce, il y a un domaine qui me passionne particulièrement, qui est celui de la nutrition, puisque c'est celui dans lequel, sans avoir besoin d'être intoxiqué par des produits chimiques, nos propres choix ont un impact considérable sur notre santé. Et si je peux vous montrer juste 2 choses à ce sujet, oui, si vous voulez, ce serait sympa. Je crois que dans les causes environnementales dont parlait André Cicolella, vous n'excluez pas tout le domaine de la nutrition, bien entendu. Bien. Ouais. Bien sûr. D'abord, un chiffre qui est très frappant, c'est qu'aujourd'hui, 57%, merci, c'est parfait, 57% des calories que nous ingérons proviennent de 3 sources uniquement, qui sont les sucres blancs raffinés, les farines blanches raffinées et les huiles végétales très riches en acides gras oméga 6 pro-inflammatoires. Ça, c'est 57% de nos calories, dans lequel il n'y a aucune vitamine, aucun minéraux, aucune fibre et aucun des fameux acides gras oméga 3 qui sont indispensables au fonctionnement de l'organisme et au cerveau. 57% des calories dans le monde occidental. Je vais vous montrer juste un graphique qui je trouve très frappant sur la... Ah, il fait pas ce que je pensais, lui. Je vais juste mettre cette diapo en... Ah, ça passe, tant mieux parce que ça marche pas du tout. Il fait pas du tout ce que je lui demande. C'est celle-là, là. Voilà. J'aurais voulu mettre celle-là en avant. Ouais, il ne faut pas qu'il nous fasse passer. Voilà, ça va, on va faire comme ça. Ça passe à l'écran, là ? Voilà, est-ce qu'on peut avoir les diapositives à l'écran ? Je ne sais pas si vous voyez la ligne rouge. Je sais pas, vous voyez une ligne rouge ? C'est la consommation de sucre blanc en kilogrammes par an depuis 1815. Donc en 1815, en France, la consommation était de 5 kg par personne et par an. Aujourd'hui, elle est de 70. Donc 5 kg, c'était déjà nettement plus que ce pourquoi notre organisme est fabriqué, puisque je pense que dans les populations ancestrales, on estime que c'est de l'ordre de 2 kg. Le seul sucre raffiné qu'ils consomment, c'est du miel, en gros. Donc c'est de l'ordre de 2 kg par an. Donc 5, c'était déjà plus. Maintenant, on est à 70, c'est-à-dire 12 fois plus. Donc la charge sur l'organisme est absolument considérable, avec évidemment des conséquences très graves. Ça, c'est la production des huiles végétales très riches en oméga 6 pro-inflammatoires pour la consommation humaine. C'est très frappant, c'est que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, tous les animaux qui nous donnent notre principale source de nourriture, à tort ou à raison, se nourrissaient principalement d'herbes, évidemment. L'herbe est très riche en acides gras oméga 3, donc on les retrouvait dans la viande, dans le beurre, dans le lait, dans le fromage, dans les œufs. Et aujourd'hui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on nourrit les animaux avec des grains de maïs et du soja, qui contiennent presque pas d'acides gras oméga 3, surtout des oméga 6, et qui
crée un déséquilibre considérable dans ce que nous consommons. Et c'est très frappant sur ce graphique de voir que ça a commencé avec la Deuxième Guerre mondiale et puis c'est devenu exponentiel. Donc aujourd'hui, il y a un déséquilibre très profond. Je ne vais pas vous montrer grand-chose d'autre. Si peut-être cette dernière, là, très frappante, une étude française dans le Val-de-Marne. Donc ce n'est pas un endroit particulièrement déshérité. C'est fait à la fin des années 80 et qui regardait que le pourcentage de personnes dans le Val-de-Marne qui ne consommaient pas, qui consommaient moins que les apports nutritionnels conseillés par le gouvernement français de différentes vitamines et minéraux. Et vous voyez que pour la vitamine E, par exemple, je ne sais pas si vous le voyez, je n'ai pas de pointeur, oui. Ça. En orange, c'est les enfants, en rouge, c'est les adultes. C'est 100% des gens sur lesquels ils ont fait cette étude dans le Val-de-Marne qui n'obtenaient pas les apports nutritionnels conseillés de vitamine E, qui est un des principaux antioxydants. En matière de zinc, qui est un des principaux minéraux responsables des défenses immunitaires, est absolument nécessaire. Quand au moment de la grippe aviaire, il nous faudra tous beaucoup de zinc. On voit que les chiffres, c'est d'ordre de 90% des adultes et des enfants qui n'avaient pas dans leur alimentation les apports nutritionnels conseillés. Pour les oméga 3, c'est 95%, c'est bien connu. Les chiffres n'existent pas pour les enfants, mais ça m'étonnerait que les enfants mangent plus de poissons que leurs parents. Voilà. Donc, je vais peut-être m'arrêter là avec non, je ne vais pas vous arrêter, je vais vous poser une question. Mais je n'ai pas grand-chose d'autre à montrer comme... ne montrez rien, mais dites-moi pourquoi... Il y a une que j'aime beaucoup, c'est celle-là, quand même. C'est qu'on voit qu'avec l'évolution de de la nature de ce que nous consommons, il y a un impact évident sur la santé. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'était The Economist il y a 2 ans sur la couverture. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer le paradoxe qui veut que l'espérance de vie augmente d'année en année? On n'a jamais vécu aussi vieux. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec ce que vous dites ? Alors, on nous dit aux États-Unis, l'espérance de vie, oui, mais elle va commencer à baisser. Elle n'a pas commencé à baisser, sauf dans... à la naissance. L'espérance de vie à la naissance. Parce que la mortalité infantile a régressé de façon considérable. Ce n'est pas la seule cause. Non, il faut expliquer ce que c'est peut-être que l'espérance de vie à la naissance. Oui. Vous voulez le faire? Oui. Mais ce n'est pas pour nous, hein, c'est pour ceux qui naissent. Non, mais c'est très important parce que l'espérance de vie à la naissance, ça veut dire qu'on prend tous les bébés qui naissent. Or, un des principaux moments où on est à risque de mourir, c'est à la naissance, principalement à cause des infections. Donc, lorsque l'on contrôle les conditions d'hygiène et que les bébés vivent, tout d'un coup, l'espérance de vie augmente considérablement pour la population. Mais c'est l'espérance de vie à la naissance. Celle qui vous intéresse, vous, dans la salle, ce n'est pas l'espérance de vie de la naissance, c'est l'espérance de vie des gens qui ont déjà atteint 30 ans. On vit plus vieux. Ouais. On vit plus vieux. Hein? On vit aussi plus vieux. C'est vrai aussi qu'on vit plus vieux. C'est principalement, à mon sens, à cause de l'incroyable amélioration des conditions d'hygiène. La plus grande révolution qui a le plus grand impact en médecine de tous les temps, c'est l'invention du tout à l'égout. Ce que vous nous dites, c'est on vit plus vieux, mais on vivrait éventuellement avec moins de cancer. Voilà, c'est ça. Oui, le problème marquant aujourd'hui, c'est qu'on a une croissance des pathologies chroniques, alors que les principales causes de mortalité, il y a un siècle, c'était les pathologies infectieuses. La première cause de mortalité en 1906, c'était la tuberculose et la diphtérie. Donc pour mourir de diphtérie aujourd'hui, il faut vraiment le faire exprès, je crois dans nos pays. Mais la dernière épidémie de choléra en France, c'est 1894. Et ça a disparu bien avant qu'on ait les moyens de traitement, d'ailleurs, parce que essentiellement par une action sur l'environnement, c'est l'eau potable, en fait. Et aujourd'hui, dans un pays comme le Bangladesh, il y a 250 000 à 500 000 cas de choléra chaque année, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que l'eau polluée. Et donc, on voit bien effectivement, c'était la première révolution de santé publique, en agissant sur l'environnement, principalement donc l'eau, l'habitat, et puis l'élévation du niveau de vie consécutif effectivement notamment la reconnaissance des droits sociaux. En 1884, par exemple, la reconnaissance du syndicalisme a été un acte important de ce point de vue-là. Ça a permis aux gens effectivement d'avoir un niveau de vie plus élevé et donc de mieux se nourrir. Enfin bon. Et donc ça, c'est la première révolution de santé publique qui a été concrétisée par une loi d'ailleurs en 1902. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans un contexte un peu de même ordre. Moi, je parle de deuxième révolution de santé publique. On a des enjeux aujourd'hui qui sont plus les pathologies infectieuses. Bon, il y a eu et ceci étant, la menace c'est toujours là. Enfin, on voit bien que la grippe aviaire, le sida est là aussi. Mais globalement, le sida, c'est peu de choses par rapport en pourcentage. Heureusement d'ailleurs, en France en tout cas, par rapport au cancer, en termes de mortalité, qui fait aujourd'hui près de 30%.
Maladie cardiovasculaire, là aussi, on retombe sur le problème de l'alimentation et pollution, avec les effets croisés. On est à peu près à 30% jour, ça diminue légèrement. Et puis les autres causes de mortalité sont loin derrière. Alors, en termes de morbidité, c'est-à-dire de causes de maladie, on a le diabète qui a progressé de façon considérable. Je regardais les chiffres de la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est passionnant. Enfin, c'est passionnant, à condition d'extraire effectivement la scientifique moelle, parce que ce que ne fait pas la Caisse nationale d'ailleurs, ça c'est un problème qu'on pourrait effectivement évoquer, parce que les chiffres sont là, sont accessibles. Progression entre 1990 et 2004 du diabète, 87%. Diabète de type 2. Diabète de type 2 qui est lié directement, c'est ce qui illustrait effectivement la diapo, qui est lié à l'alimentation. Et donc on a aujourd'hui la croissance les problèmes de maladie, ce sont des pathologies chroniques, dont la composante environnementale, alors, au sens large du terme, pour environnement, alimentaire, chimique, médical. On voit bien aussi l'impact du programme médical. Il y a une phase dont on parle moins, mais qui est importante. Et bien tout ça, ça explique une bonne partie de nos problèmes d'aujourd'hui, nos problèmes de santé d'aujourd'hui. Et en prendre conscience, c'est se donner aussi les moyens d'agir pour améliorer effectivement l'espérance de vie. Alors, Louis Oringa, le sujet dont nous allons parler est à la fois proche de celui qui était l'objet de cette table ronde, mais un peu à part aussi. Mais on s'est dit qu'il y avait l'actualité et qu'il fallait absolument qu'on ait un éclairage sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre d'information des viandes. C'est un peu original comme organisme, parce que je crois que vous associez à la fois des producteurs, toute la filière de la viande, mais des associations de consommateurs. Alors j'aimerais que vous fassiez un rapide point, parce que tout le monde ne connaît pas, vraiment quelques minutes avant que j'en vienne au cœur du sujet. Oui, c'est vrai que c'est une structure un peu particulière, puisque sa fonction était de réunir des personnes d'horizons très très différents pour voir comment répondre à des attentes, notamment de type sociétal, et de voir comment on pouvait avoir un certain nombre de consensus avec des gens d'univers différents pour donner une information qui était l'objet de ces consensus. Alors on intervient, c'est vrai, dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l'information nutritionnelle et dans d'autres secteurs. Et effectivement, il y a autour de la table 15 associations de consommateurs, 5 associations de protection des animaux, des scientifiques, des médecins, des vétérinaires, et également des professionnels et des représentants des pouvoirs publics. Et j'allais dire tout ce petit monde. Vous arrivez à vous mettre d'accord sur un message? Et oui, je cohabite depuis 15 ans sans problème, ce qui me rend tout à fait optimiste sur la capacité qu'ont les gens à vivre ensemble, quand même, dans notre société un peu difficile. Bon alors, à vivre ensemble, mais peut-on vivre avec des volailles? Alors j'en viens au sujet. La grippe aviaire que vous préférez appeler l'influenza aviaire, c'est une manière de détourner le nom de... Non, c'est simplement je vous taquine, mais oui. Vous allez y revenir. Mais bon, c'est vrai que la question qui est proche de celle qu'on se pose ici, c'est qu'au fond, vous avez une bonne expertise de l'information, de l'attitude du consommateur. Par exemple, là, vous testez, vous sondez les gens. Qu'est-ce qu'ils comprennent de cette affaire de grippe aviaire? Qu'est-ce qu'ils pensent qu'il faut faire pour s'en protéger? On est là aussi, une fois qu'on a bien identifié les sujets, et sur le problème des toxiques, c'est exactement la même chose. Après, il y a la question de l'information, de la prévention. Une fois qu'on sait quelque chose, c'est pas pour autant qu'on modifie son comportement. C'est bien que de la connaissance au comportement, il y a un gouffre, et qu'il est très très difficile, tous les spécialistes de la prévention le savent, à franchir. Alors, sur ce sujet relativement récent de la grippe aviaire, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce que pensent les gens, les Français? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils croient? Alors, c'est vrai que je vais commencer par ce sujet, puis ensuite montrer sur quelques exemples qu'on a un vrai gap, comme on dit en français, entre parfois un certain nombre de réalités, même scientifiques, et la perception qu'en ont nos concitoyens. Alors, vous me posiez la question de savoir pourquoi on disait influenza aviaire. Simplement parce qu'on s'est aperçu, quand on interroge les consommateurs, qu'il y a une confusion totale en ce moment. Alors, j'ai employé effectivement des mots un peu techniques là, que évidemment nous n'employons pas aussi précisément quand on s'adresse au grand public. Mais c'est vrai que nous avons un principe de précaution sur quelque chose qui s'appelle un risque de pandémie humaine, c'est-à-dire en clair, un risque d'avoir un jour un virus qui aujourd'hui n'est pas adapté à l'homme, mais le docteur me corrigera si je dis une bêtise, mais qui pourrait très bien évoluer et devenir un risque de contamination interhumain. On a un autre sujet
qui n'a rien à voir, qui est une maîtrise de ce qu'on appelle une épizootie animale, c'est-à-dire des animaux qui vont se contaminer entre eux, et ce qui touche des pays dont les systèmes de production sont tout à fait spécifiques. On connaît plus en France, heureusement, depuis très longtemps. On a vu les images à la télé. C'est des systèmes de production, je ne voudrais pas dire artisanaux, parce que l'artisanat en France, heureusement, ce n'est pas ça. Mais c'est vrai qu'ils sont dans des systèmes de production où il y a une épizootie galopante. Et puis, il y a un troisième niveau, qui est le risque alimentaire. C'est-à-dire, avons-nous en France un risque alimentaire aujourd'hui par rapport à un risque d'un principe de précaution d'une pandémie humaine? Vous vous rendez compte que là, déjà, si je fais un sondage dans la salle, est-ce que vous pourriez me répéter ce que je viens de dire clairement? Vous me direz non, ce qui voudrait que je me suis mal exprimé. Et ça peut vous dire aussi que le problème est un peu compliqué. Donc, effectivement, aujourd'hui, en France, il n'y a strictement aucun risque alimentaire lié à la grippe aviaire en termes de risque de pandémie humaine. Il n'y a aucun risque, mais excusez-moi Louis, mais quand on entend ça et là dire oui, non, il n'y a aucun risque, simplement il faut bien cuire la viande de volaille. Moi, rationnellement, je me dis, s'il faut bien cuire, c'est quand même, on me dit qu'il n'y a pas de problème, mais il doit y avoir un petit problème quand même. Oui. Donc j'aurais tendance plutôt à m'abstenir, mais j'aurais peut-être tort. Alors effectivement, c'est une information que nous-mêmes nous donnons, mais pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, lorsque des personnes sont amenées à se déplacer dans des pays où sévit une épizootie forte, on est obligé, alors là, par principe de précaution, de dire aux gens, nous ne savons pas les conditions d'hygiène de ces pays-là et vous pourriez très bien être confrontés à des animaux infectés sans service de contrôle qui empêche que ces animaux soient mis à la consommation, malheureusement, dans ces pays-là. Et même si on sait que la probabilité aujourd'hui d'un risque d'être contaminé, même par une volaille infectée, est très très faible, personne ne peut dire qu'il y a 100% de non-risque. Donc on conseille effectivement aux personnes qui voyagent dans ces pays-là de prendre la précaution de ne consommer que des volailles bien cuites. Évidemment, cette information ne vaut pas pour la France pour deux raisons. D'abord, encore une fois, nous n'avons encore aujourd'hui, fort heureusement, mais ça pourrait très bien arriver, c'est la raison pour laquelle on fait des exercices, mais nous n'avons aucun cas d'animaux contaminés. Et ensuite, en France, si un jour ça arrivait, comme pour d'autres maladies animales, tout le système est mis en place pour que des animaux contaminés ne rentrent pas dans la chaîne alimentaire. Donc c'est vrai que nous sommes obligés d'avoir un discours différencié entre ce qui concerne la France, où nous n'avons pas ce problème-là, et nous devons informer les gens qui vont dans des pays, parce qu'aujourd'hui les gens se déplacent. Alors il y a des marchés étrangers avec leurs risques, pour certains d'entre eux spécifiques, il y a la France, mais quand vous sondez les gens, eux, ils comprennent quoi? Vous pouvez nous le dire. Oui, tout à fait. Quelle est la photographie de l'opinion? La photographie de l'opinion, c'est qu'il y a une confusion totale entre un risque de pandémie avec un virus qui peut évoluer pour devenir un jour peut-être, personne ne sait si ça arrivera et surtout personne ne sait quand ça pourrait arriver. Il y a une confusion entre ce risque d'évolution du virus et le risque de consommation alimentaire. Et c'est clair que pratiquement aujourd'hui, 40% des personnes interrogées font clairement la confusion entre les deux. Et nous sommes arrivés effectivement à une situation où on a eu des baisses de consommation de 35% de volailles sur un risque inexistant, ce qui montre quand même la difficulté, encore une fois, à expliquer les choses. Et je voudrais revenir d'ailleurs dans ces problèmes d'information en prenant également quelques exemples. Tout à l'heure, Pascal Pic disait très très justement, on a un problème de consommation de viande par rapport à des problèmes d'environnement liés au Brésil. Alors, là aussi, nous sommes obligés de poser la question et nous sommes intervenus dans ce débat-là. Parce qu'on ne peut pas en même temps dire à la société, vous devriez, en France, importer des viandes du Brésil, ce que nous ne faisons pas actuellement. C'est-à-dire qu'en viande rouge, 99% de la viande consommée est française ou européenne. Vous devriez l'importer parce que vous comprenez, ça vous coûterait moins cher. Et puis en plus, pour le contribuable, ça coûterait moins cher parce que la Commission européenne subventionne. Oui, mais nous on dit à un moment donné, d'accord, mais il faut savoir ce qu'on veut. Soit vous dites, nous devons aider à préserver un certain nombre d'équilibres d'environnement au Brésil. Et c'est vrai que, moi je ne suis pas un technicien, mais de ce que j'entends, effectivement, ça pose un problème au Brésil. Le meilleur moyen de ne pas accélérer ça, c'est de ne pas devenir nous-mêmes
un fort importateur de viande brésilienne. Deuxième sujet sur le bien-être animal. On a développé, à notre initiative et avec les actions de protection des animaux, des normes sur le bien-être animal. Comment se fait-il qu'au niveau de l'OMC, lorsqu'on a dit on ne devrait pas rentrer en France et en Europe des viandes issues de gens qui ne respectent pas ces normes de bien-être animal, on nous a rétorqué que ça serait considéré comme une entrave aux échanges. Bon. Troisième chose, les hormones. On a interdit les hormones. On paye tous les mois parce qu'on a perdu au niveau international. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas légal d'interdire l'importation de viande de gens qui ont utilisé des hormones. Et donc, tous les mois, l'Europe paye un dédit parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Moi, je dis, est-ce que c'est normal ? Sur les équilibres, la même chose. La crise de l'ESB dont vous parliez, dite de la vache folle, à cette occasion, les gens ont découvert que la viande qu'on consommait, elle est issue du secteur laitier, principalement en Europe. C'est-à-dire que quand des personnes disent on ne devrait plus manger de viande rouge, je dis oui, mais vous mangez bien des yaourts et du lait. Ah bah oui, mais comment on fait de la viande sans lait ? J'ai même personne un jour qui m'a dit moi je veux pas manger de vous. Alors je dis mais vous buvez du lait, mangez des yaourts ? Ah bah oui, et de plus en plus. Je dis mais ôtez-moi d'un doute, les vaches elles ont du lait comment ? Elle me dit elles ont du lait. Je dis mais enfin, et quand de temps en temps il faut qu'elles aient un veau ? Ah ben non. Ah, je dis, écoutez, je suis désolé, mais la nature est ainsi faite que la vache, elle a un veau tous les ans. Bon, donc on voit à un moment donné qu'on peut avoir des attentes de consommateurs ou de citoyens qui sont déconnectés avec la réalité. Et donc il est important à un moment donné de dire aux gens, vous faites ce que vous voulez, mais connaissez quand même un minimum de base de choses pour ne pas avoir des attentes ensuite qu'on ne sait pas satisfaire. Et dans le domaine de la nutrition, moi je voudrais juste poser une question, parce que c'est une réflexion qu'on a eue également. Les problèmes d'obésité, on en parle depuis quelques années, mais ça date d'une vingtaine d'années qu'on a ces dérives-là. Moi aussi, en termes d'équilibre, je constate une chose. Ça fait 20 ans que tous les produits agricoles de consommation voient leur consommation s'effondrer en France. On oppose sans arrêt la viande rouge et les légumes. Oui, mais les poissons, les légumes et la viande rouge, c'est, en termes de consommation, tous les ans, moins 3% de niveau de consommation en France. Alors, justement, oui, Jacques. Je voulais juste intervenir sur ces problèmes d'information. Le citoyen a du mal à s'y retrouver parce que soit on a un excès de désinformation, je pense à Tchernobyl où le nuage s'est arrêté aux frontières, je pense aussi à l'épisode de la vache folle, puisqu'on n'a pas été informé rapidement sur le sujet. Je me souviens que quand le phénomène est arrivé, on a vu, nous, en pharmacie, du jour au lendemain, une circulaire émanant du ministère de la Santé, nous disant tous les médicaments à base de produits bovins doivent être retirés du marché. En 24 heures, il n'y avait plus un médicament à base de produits bovins. On n'a jamais su pourquoi. J'avais un collègue traiteur, je lui ai dit, mais écoute, tu as des informations sur la filière bovine? Il m'a dit non. Et puis c'est 6 ou 7 mois après qu'on a commencé à apprendre qu'il y avait donc des problèmes de vache folle. Donc entre le moment où il y a une information et où le citoyen est informé, il y a souvent un temps énorme qui s'écoule. Donc on peut s'inquiéter. Et là, cette fois-ci, avec la grippe du poulet, c'est l'inverse. On a l'impression d'avoir un excès d'informations qui fait qu'on se demande qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en fait, et ça c'est pas au niveau français, c'est au niveau international, on nous met en garde d'une manière très importante, inquiétante. L'armée fait des stocks de médicaments, le médicament est plus disponible dans les pharmacies. Bon, on se demande ce qui se passe. Or, en fait, cette maladie, elle existe depuis 20 ans. J'ai discuté dernièrement avec des vétérinaires pour savoir si ils avaient fait partie d'un programme sanitaire concernant les oiseaux migrateurs blessés ou quoi. La filière vétérinaire, a priori, n'est pas concernée par ces problèmes-là pour l'instant. C'est-à-dire on leur demande de ne pas soigner des animaux malades, des animaux, des volatiles migrants. Donc on est quand même étonné, parce qu'à la fois on n'a pas assez d'informations, et là on a l'impression d'en avoir un peu trop. Alors est-ce qu'il n'y a pas encore autre chose que ce risque-là? Et comment se fait-il? Ça fait 20 ans que la maladie existe, pourquoi tout d'un coup cette année, le risque serait aussi imminent? Non, je pense que... Alors bon, je ne suis pas compétent sur les problèmes de santé humaine, par définition. Je pense que c'est un problème de société aujourd'hui. On voit bien que la hiérarchisation du risque, déjà, est totalement différente de la perception du risque. Est-ce qu'aujourd'hui, on en fait trop ? Je ne sais pas. Ce que je constate simplement, c'est que malgré tout ce qui est fait, encore récemment, on nous a expliqué qu'on n'en faisait pas assez.
et qu'on n'était pas encore assez près. Donc même nous, on finit par s'interroger en disant mais qu'est-ce qu'on cherche in fine dans notre société aujourd'hui? Je pense que, comme toujours, il y a un balancier. On a, par le passé, et là je suis totalement d'accord avec vous, on a trop longtemps, pour des raisons à mon avis qui ne sont absolument pas défendables, caché un certain nombre de choses ou pas été suffisamment transparent. Aujourd'hui, on a tendance à se demander si on ne le devient pas trop. Alors je sais que ce n'est pas très populaire de dire ça, mais je prends toujours cet exemple. Demain, si on imposait à tous les pilotes d'avion, pour des questions de transparence, d'informer leurs passagers à chaque fois qu'il y a un incident de vol. Moi, je vous prends le pari que dans 15 jours, plus personne ne prend l'avion. Bon, donc, à un moment donné, je crois qu'il faut savoir raison garder. Je pense que ce qui est intolérable dans une société moderne, ce qui s'est passé sur d'autres sujets que je ne citerai pas, quand on s'aperçoit qu'il y a un problème et qu'on ne le dit pas, et que le problème demeure et qu'on prend un risque par rapport à une information qu'on n'a pas eue, c'est inadmissible. En revanche, encore une fois, par le principe de précaution poussé à l'extrême, on ne ferait plus rien non plus. Et donc je pense que le vrai débat de notre société aujourd'hui, c'est de retrouver un équilibre. Avant, on n'était vraiment pas transparent. Maintenant, dans certains domaines, on pourrait effectivement se poser la question de savoir si cet excès de transparence ne finit pas par nous créer de vrais problèmes de comportement dans notre société. Je crois que là aussi, on revient au cœur de notre débat, qui sont les problèmes d'information. Je vois qu'André s'y collait la boue. Mais il va bouillir encore quelques minutes parce que je voudrais poser une question à David Servan-Schreiber. Dire que ce qui me frappe en écoutant Louis Oringa et Jacques Florentin sur ces questions d'information, c'est que, en revanche, quand on lit vos livres, on s'aperçoit qu'on s'adresse à un mangeur plus ou moins rationnel. Il a lu les livres de David Servan-Schreiber, il se rend compte que c'est bien pour lui. Il comprend qu'il a mangé trop de certaines choses, pas assez de certaines autres, et il va s'y mettre. Alors, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de tas d'éléments comme nos représentations symboliques de l'aliment, les contraintes économiques, les contraintes environnementales, je parle de l'environnement du consommateur. Est-ce que le mangeur rationnel qui va aller vers son intérêt de santé bien compris, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il peut exister demain? Et comment on peut contribuer à le faire émerger, si tant est qu'il est souhaitable de le faire? Je suis content que vous posiez cette question parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'ai écrit une chronique pour Psychologie pour le mois prochain, je fais une publicité à l'avance sur ce sujet. C'est qu'est-ce qui fait que les gens changent ou ne changent pas leur alimentation? Alors je vais vous poser une question rhétorique importante. Si je vous disais que en changeant pas seulement votre alimentation, mais quelques-unes de vos mauvaises habitudes, si vous ne les changez pas, vous avez un très haut risque de mourir dans les 2 ans qui suivent. Est-ce que vous le changeriez? Bien, merci de me poser la question. Je constate qu'à Sciences Frontières, dans la coulisse, c'est pas un reproche, parce qu'on est quand même dans un univers de liberté, mais ça fume beaucoup. Tous les gens qui fument savent que c'est dangereux. Pour autant, ils n'ont pas modifié leur attitude. Mais ils j'ai évité de répondre à la question personnelle. Moi, je vous parle de quelqu'un qui a eu un pontage cardiaque à cause de menace d'un infarctus imminent et à qui on fait le diagnostic d'une maladie cardiaque avancée et à qui on peut dire avec certitude, si vous ne changez pas certaines de vos habitudes, dans 2 ans, vous êtes mort. Alors, puissante incitation. Est-ce que vous changeriez? Certes, oui. C'est passionnant parce qu'on a les statistiques là-dessus. Les chances sont à 9 contre 1 contre vous. 2 ans plus tard, il y a 90% des gens qui n'ont pas changé. C'est quand même colossal. Oui. C'est phénoménal. Donc, alors pourquoi? Parce que ça veut dire que d'abord c'est des choses difficiles à changer. C'est pour ça que vos amis qui fument, c'est difficile à changer. Changer des habitudes alimentaires, c'est difficile. Faire de l'exercice, c'est difficile. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on change? Et là, il y a une réalisation qui nous vient qui a été dite bien mieux que par moi par un professeur de cardiologie à l'université de San Francisco, qui était le premier à découvrir qu'on pouvait nettoyer les artères, éviter les pontages
uniquement avec des interventions comme l'arrêt du tabac, le changement de la nourriture, l'exercice physique et des groupes de soutien émotionnel où on apprend aux gens à gérer leur stress. Ça nettoie les artères, ce qui est très impressionnant. Eh bien, ce professeur de l'Université de San Francisco le dit très bien, il dit « Ce qui fait changer les gens, ce n'est pas la peur de mourir, c'est la joie de vivre ». Et j'aime beaucoup cette citation parce que vous aussi. Ce qu'il a constaté dans ses travaux, c'est que lorsque les gens modifient leurs habitudes et que le résultat de cette modification, c'est qu'ils profitent plus de la vie au jour le jour, qu'ils se sentent mieux, qu'ils se sentent plus en relation avec leurs enfants, avec leurs compagnons, avec leurs amis, qu'ils ont plus d'énergie, qu'ils respirent mieux, qui sont plus agiles, eh bien là, ils y trouvent une vraie raison à changer. Et ça, c'est le domaine qui m'intéresse moi le plus. C'est comment est-ce qu'on aide les gens à avancer vers plus de joie de vivre en changeant leurs habitudes. Donc promettre un plus, c'est pas dire vous allez éviter un moins. Vous voyez tous les jours, les gens n'arrêtent pas de fumer parce qu'on leur dit « fumez-tu sur le paquet ». Oui, c'est peut-être... Oui, c'est ridicule. C'est peut-être à l'inverse. Bon, je ne suis pas contre qu'on dise fumez-tu sur le paquet, parce que c'est vrai aussi. Mais c'est peut-être une digression un peu longue, mais j'essaie de répondre à votre question sur l'information. L'information, ça ne fait pas changer les gens. Ce qui fait changer les gens, c'est l'émotion. Est-ce qu'on touche à quelque chose qui compte vraiment pour eux? Et on s'aperçoit que ce qui compte vraiment pour eux, c'est pas de vivre, parce que si on vit de façon misérable, si la vie est un poids qui fait qu'on a tendance à manger plus de sucre, à fumer plus et à ne plus sortir, etc. Donc on n'a pas particulièrement envie de prolonger cette vie. Donc le fait qu'on vous dise si vous continuez comme ça, vous allez mourir, de toute façon. Donc ce qui est important, c'est d'instiller dans cette vie plus de vie. Et plus de joie. Ouais. André Cicolella, vous voyez secouer la tête au moment où Louis Oringa parlait de l'information qu'on donne trop ou trop peu. Je partage l'analyse effectivement de Serge Chambert. Je crois que on ne peut pas uniquement poser les problèmes de santé pour rebondir aussi sur ce que vous disiez au départ. C'est-à-dire que parler des risques, on peut induire effectivement une logique, une vision un peu catastrophiste des choses et dire finalement, on peut rien faire, quoi, un peu. Et donc, continuons de faire comme on a toujours fait, quoi. Et je crois que ce serait effectivement une erreur et on arrive au résultat inverse de ce qui est souhaité. Je crois qu'il faut effectivement arriver à faire en sorte que les gens maîtrisent leur environnement, maîtrisent leur corps, maîtrisent la relation de leur corps à l'environnement. Et ça, pour moi, c'est un des éléments majeurs de la deuxième révolution de santé publique. Il faut sortir de la vision hygiéniste de la première révolution de santé publique, où on disait aux gens, voilà, il faut faire ça, ne pas faire ça, etc. Mais on leur demandait pas leur avis. Hein. C'était assez caporalisé comme vision de la santé. Je crois que cette vision-là est dépassée. Il faut trouver effectivement une façon de faire en sorte que les gens arrivent à gérer, à maîtriser. D'où l'importance de l'information et du débat. Et c'est pour ça que je réagissais, parce que on a des contre-exemples quand même sous les yeux aujourd'hui. Enfin, je pense à l'amiante. Il faut parler de l'amiante quand même. L'amiante, c'est une catastrophe qu'on a sous les yeux. En France, on a commencé à prendre des mesures en 97 par une interdiction. Ceci étant, on sait que dès 1906, on avait déjà un premier signalement dans des usines de gens, le rapport de l'inspecteur Horibaud qui disait il y a déjà 50 morts dans cette usine. Donc c'était déjà un signal assez fort. En 1934, on a déjà la démonstration que c'est un cancérogène. Mais c'est confirmé en 55. Vraiment, on a tous les éléments, donc on peut prendre déjà des décisions et elles ne seront prises qu'en 97. Et elles ne seront prises d'ailleurs que parce que il y aura une association de victimes qui va se créer, et non pas parce que les institutions. Je crois que c'est important aussi, l'importance du mouvement citoyen dans ces dossiers. Et je crois que l'affaire de Tchernobyl d'ailleurs aura servi il y a un avant et un après, quoi. La crise de confiance entre les citoyens et les institutions sur ces questions-là notamment s'est jouée lors de cette affaire. Et je crois qu'on voit que c'est extrêmement important de retrouver effectivement, de mener une bataille institutionnelle aussi pour que les institutions soient plus à l'écoute et jouent ce rôle d'information objective.
Alors sur le cas de l'amiante, on a commencé à prendre les mesures, effectivement, en France, mais au niveau mondial, on continue de faire comme si on pouvait utiliser l'amiante au Brésil, en Inde. Vous avez l'affaire du Clémenceau, la parfaite hypocrisie là. Hein. On fait semblant de croire que les ouvriers indiens vont être protégés, alors on commence à avoir des reportages. L'intérêt, effectivement, on voit bien effectivement les conditions dans ces chantiers où les gens vont évidemment avoir encore plus de problèmes qu'on en a eu en France. Et les estimations aujourd'hui du nombre de victimes au niveau mondial, c'est 10 millions de morts, l'amiante. On a une épidémie qu'on peut arrêter quasiment presque du jour au lendemain. Là, c'est pas aussi complexe qu'un problème de grippe aviaire, on ne sait pas. Hein. Là, on sait. Hein. L'agent causal est bien identifié, on sait où sont les sources. Donc 10 millions de morts. Le sida, on est à peu près à 30 millions. Hein. Oui, c'est le même ordre de grandeur. Et on ne prend aucune décision. L'OMS, d'ailleurs, qui dit effectivement qu'on ne fait pas assez de choses sur la grippe aviaire, hein, curieusement est muette sur ce problème de l'amiante. Alors là, il y a un problème de cohérence. Là, je crois qu'il faut un point sur lequel il faudrait effectivement mettre l'accent. Jacques Florentin, vous parliez tout à l'heure de ces savoirs acquis par l'homme par empirisme, par sélection, par plusieurs moyens. Aujourd'hui, est-ce qu'on aurait perdu notre capacité, selon vous, à sélectionner ce qui est bon ou mauvais pour nous dans notre environnement ? C'est ça qui est, comment dire, on a l'impression que l'homme a vécu sur des savoirs repérés, qu'il a mis longtemps à acquérir, et aujourd'hui, la multiplicité des produits, on verra tout à l'heure, on va parler de Rich, on verra que la multiplicité des substances, des produits fait qu'il ne peut pas avoir d'expertise personnelle, en fait, aujourd'hui, sur ces... Dans le domaine des médecines traditionnelles, là, je pense qu'il a toujours une capacité de sélection. On le voit partout quand on mène des travaux de terrain dans les différents pays du monde. En 10 ans ou en 20 ans, les recettes changent. De nouvelles plantes sont introduites, soit parce qu'il y a eu des informations qui ont circulé venant de publications scientifiques ou de l'extérieur, des confirmations de résultats, donc ces plantes entrent dans la thérapeutique, je dirais par une voie noble qui est celle de la confirmation d'un effet, mais bien souvent les gens démunis face à des maladies émergentes ou des nouvelles maladies sont bien obligés de faire feu de tout bois, si je puis dire, c'est-à-dire d'aller tester, expérimenter de nouvelles plantes. Et on a sans cesse des plantes nouvelles qui rentrent en thérapeutique. C'est une médecine qui n'est pas figée, elle bouge, elle évolue sans cesse. Alors dans les médecines de tradition écrite, on a la chance d'avoir des pharmacopées qui décrivent des milliers d'usages, et certains de ces usages ne sont même plus en cours à l'heure actuelle. Il y aurait même intérêt à les relire. Il y a tellement de manuscrits de médecine indienne, de traités de médecine arabe qui n'ont jamais été traduits ni étudiés aujourd'hui, où on a encore peut-être des choses intéressantes. Et puis de l'autre côté, il y a l'expérimentation de nouvelles substances. Mais là, le flair, l'intuition, la sélection fonctionnent encore bien. Maintenant, est-ce qu'on l'a aussi vis-à-vis des produits manufacturés, produits chimiques ? Je ne pense pas. On a une certaine indifférence ou une certaine confiance dans les produits manufacturés, qu'on ne se pose jamais la question, est-ce qu'avec ces produits-là, on nous intoxique plus qu'on nous nourrit ? Alors, justement, on ne fait pas le tri, mais il va falloir le faire. L'Europe, alors voilà, on en vient à REACH, qui est un projet de directive. Alors en fait, c'est un acronyme, hein, c'est un acronyme de l'anglais, c'est Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals. Ça remplace 40 textes différents sur les substances, et on essaye de remplacer tous ces textes par un système qui est intégré pour enregistrer, évaluer, autoriser les substances, éventuellement définir des précautions d'emploi, le tout pour essayer de protéger d'abord ceux qui les utilisent dans l'industrie, les salariés, les gens qui fabriquent, pour les consommateurs, les protéger, pour l'environnement. Et point important, on inverse en quelque sorte la charge de la preuve. Ce n'est plus à l'Europe de dire telle substance est nocive, etc. C'est au fabricant, à l'importateur, à l'utilisateur d'apporter la preuve que la substance peut être utilisée. Alors là, récemment, l'actualité, ce sujet, comme beaucoup de sujets, a été... beaucoup de sujets, on en parle avant que les journaux en parlent ici à Sciences Frontières, a été évoqué l'année dernière, mais je crois qu'aujourd'hui il faut y revenir puisqu'il y a eu des actualités en novembre et décembre, une sorte de compromis entre la Commission, le Parlement, le Conseil des ministres. Alors, comme tout compromis,
il y a des choses qui restent en route. On est passé de 30 000 produits à 12 500 produits. Et puis la question, là peut-être André Cicolella pourra nous en parler, la question c'est l'idée, il y a l'autorisation mais il y a aussi la substitution. Et là je crois qu'il y a eu un petit coup d'arrêt. Est-ce qu'on peut, quand on repère des produits qui sont substituables par un autre produit moins nocif, est-ce qu'on a l'obligation ou pas de le faire, de cette substitution? Donc originellement oui, et je crois que maintenant le texte à l'arrivée non. Et puis voilà, puis on a créé une agence européenne aussi sur ces sujets. Alors ça, c'est un sujet vraiment très très important. J'ai fait un petit film d'horreur, là au début, on est en plein cœur du sujet. Oui, parce pour que étudier toutes ces substances. On prend conscience, et ce que vous disiez au départ, c'est relativement récent, que l'environnement intérieur est plus pollué que l'environnement extérieur. Ça paraît très surprenant. Bon, dans cette salle, on est plus pollué effectivement que si on était dehors. Donc il faudrait. Et ça paraît très surprenant parce qu'en plus c'est très anxiogène parce que la maison, l'intérieur, c'est le lieu de protection, c'est le havre. Et en fait, si on n'est pas protégé, ça induit effectivement des effets. Mais objectivement, on le constate. L'exposition aux pesticides, par exemple, est principalement une exposition de l'environnement intérieur. Ça tient au traitement, tous les traitements qu'on peut avoir. C'est lié aux animaux domestiques aussi, largement, le jardin, enfin bon. Et puis, vous avez toutes les familles de perturbateurs endocriniens, depuis 10 ans à peu près. On a pris conscience de l'importance, de l'impact, de la perturbation de la messagerie hormonale, en fait, par un certain nombre de substances qui étaient considérées tout à fait comme des substances banales, qui font partie de notre environnement. Je pense aux phtalates, par exemple. On a de plus en plus d'éléments qui montrent que... une étude récente qui a fait beaucoup de bruit, c'est l'étude d'une Américaine qui s'appelle Shanna Swan, qui a montré... c'est une étude qui a été faite donc, auprès d'un échantillon de femmes, qui venaient juste d'accoucher. On a pu mesurer effectivement le taux d'imprégnation en phtalates par des dosages urinaires. Et on a fait on a montré une relation très nette entre le degré d'imprégnation de la femme et un indice de féminisation du jeune garçon, qui est la distance anogénitale, et puis la descente aussi des testicules. Enfin, donc on voit bien ce qu'on avait vu chez le rat il y a quelques années, on le retrouve effectivement chez l'homme, donc au niveau d'exposition où nous sommes. Et d'où viennent ces phtalates? Ils viennent effectivement, on les trouve dans les parfums par exemple. Le parfum le plus chargé en phtalates, c'est Poison de Christian Dior. Je trouvais remarquable cette prescience. Enfin, mais tous les parfums quasiment sont chargés en phtalates. On les trouve aussi, c'est l'additif des plastiques en fait. Donc on va les trouver effectivement, et on les trouve dans les poussières domestiques. Moi, quand Greenpeace avait fait une campagne de mesure dans les poussières domestiques il y a 2-3 ans, il m'avait proposé de le faire chez moi, donc j'avais accepté, et je me retrouve le premier sur les 50 à avoir le taux le plus élevé de phtalates. Je n'ai toujours pas compris d'ailleurs d'où ça vient, ce qui pose là aussi un problème, parce que une chose est de mettre en évidence une source de pollution, une autre de comprendre d'où elle vient pour pouvoir agir. Et donc il y a des études qui ont mis une relation notamment entre le taux de phtalates, avec l'asthme par exemple, ça commence à être démontré. Une étude à Porto Rico qui a montré la relation entre l'imprégnation des petites filles et puis la croissance des seins chez les petites filles de moins de 8 ans. Donc on voit des phénomènes de ce type-là quand même, au niveau d'imprégnation où nous sommes, ou une relation avec la durée de la grossesse. Il y aura plus de femmes alors? Ça féminise. Ça féminise. Alors, je sais, on peut dire que c'est plutôt une bonne chose, puisque la femme est l'avenir de l'homme. Donc, Aragon avait prévu l'impact des phtalates sur nous, peut-être. Mais oui, ceci étant, il y a d'autres effets, et notamment le fait que ces phtalates sont à un moment, le plus toxique avait été classé cancérogène. Il a été déclassé par le Centre international de recherche contre le cancer. Un effet direct du lobbying, je crois incontestablement, et ils sont classés de toute façon toxiques pour le développement, donc par l'Union européenne, par l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis. Donc, et c'est des substances qui sont utilisées, produites à 3 millions de tonnes dans le monde. Vous voyez que 3 millions sur 400 millions, c'est un des principales fabrications, et ils sont présents dans notre environnement. Et donc, une étude a montré aussi récemment aux États-Unis, sur un échantillon représentatif, 97% de la population était imprégnée. Donc c'est une imprégnation généralisée. Et on trouve d'autres polluants. Je travaillais ces jours-ci sur les polybromés, par exemple. Là, on les trouve effectivement dans les textiles, c'est les retardateurs de flamme.
hein. Ça s'est développé et la croissance est remarquable, enfin si on peut dire, qui montre effectivement l'imprégnation de la population. Ce sont là aussi des substances qui sont des toxiques qui jouent sur le développement. Donc cet environnement-là, c'est notre environnement intérieur. Hein. Et là, on ne peut pas, ou alors il faudrait des générations pour arriver à sélectionner. Hein. Au niveau personnel, on ne peut pas agir à ce niveau-là. Donc il faut effectivement une intelligence collective pour gérer ce problème, et d'où le problème effectivement de lieux d'expertise, de lieux indépendants aussi, parce que les pressions économiques sont fortes, évidemment. Et donc il faut effectivement, moi je me bats pour... De recherche sur les substitutions. Des recherches aussi, on est extrêmement faible sur la connaissance sur ces substances. On montre de plus en plus que lorsqu'il y a coexposition, il y a des effets de synergie. Jacques. Oui, alors ce programme REACH est une bonne chose, puisque finalement, il va se calquer sur ce qu'on exige pour le médicament. Oui. L'autorisation de mise sur le marché est un système assez complexe qui prend une dizaine d'années et qui doit montrer effectivement que le produit n'est pas toxique, on doit montrer comment il est métabolisé, comment il s'accumule, et ensuite comment il agit sur l'organisme. Donc c'est une bonne chose. On avait mis sur le marché de très nombreux produits chimiques sans trop se soucier de leur toxicité à long terme. On s'était soucié de la toxicité aiguë, mais pas à long terme. Alors on peut se poser la question aussi si on ne pourrait pas trouver dans le règne végétal des substances qui petit à petit pourraient remplacer ces additifs. Dans le domaine, les pesticides posent un gros problème puisque on les retrouve maintenant adduits déjà sur les gènes et chez les fœtus à la naissance. Ils sont déjà porteurs de pesticides, ce qui est quand même extrêmement grave parce qu'on ne sait pas ce que donneront ces pesticides quand les enfants qui naissent aujourd'hui seront adultes. Alors dans les plantes, on a des plantes à insecticides par exemple. On avait parlé tout à l'heure du fameux Vernonia qui est utilisé par les chimpanzés, qui est antiparasitaire, mais il est aussi insecticide. Alors ce qui est marrant, c'est que est-ce que ces molécules-là pourraient être intéressantes comme plantes insecticides à la place d'autres substances chimiques? On ne sait pas, peut-être. Ce qui est curieux, c'est que on s'est aperçu qu'il y avait des Vernonia à lactone, sesquiterpénique insecticides, qui n'étaient pas consommés par les insectes. Évidemment, ils ne sont pas fous. Ils ne vont pas sur les plantes qui renferment des insecticides. Et ils allaient donc consommer une autre espèce de Vernonia, qui est le Vernonia... il y a le Gigantea qui est insecticide et le Flaccidifolia qui n'est pas insecticide. Et maintenant, on vient de se rendre compte qu'il y a des insectes qui consomment spécialement les Vernonia à insecticides. Donc non seulement ils se sont adaptés, mais ils ont maintenant besoin de cette molécule pour vivre. Alors vous voyez que voilà. Finalement l'adaptation, elle circule assez rapidement. L'homme n'a pas la même capacité d'adaptation aux substances qui peuvent lui être nuisibles. David Servan-Schreiber, c'est curieux finalement de partir de la psychiatrie pour, à travers le chemin que vous avez fait, pour être cohérent avec votre démarche, contraint à s'intéresser à l'environnement, même à l'environnement économique. Tout à l'heure au téléphone, je vous ai parlé, je lui ai dit on va parler de REACH, vous ne devez pas être très au courant. Il me dit si, je suis au courant, je sais ce que c'est. Ça veut dire que partant de votre discipline, finalement, vous êtes arrivé à considérer, autour de ce thème des troubles de l'humeur, on pourrait dire ça, de resituer l'homme complètement dans son contexte, y compris environnemental. C'est ça qui est assez passionnant dans votre démarche. Enfin, vous n'êtes pas encore là complètement, mais vous êtes sur le chemin. Je vais vous dire en deux mots comment ça s'est fait. Ça ressemble un peu, derrière toutes ces décisions sur des histoires, comme nous l'a raconté tout à l'heure André, moi j'ai passé 15 ans à faire de la recherche pure et dure. Je suis un doctorat de neurosciences cognitives sous l'égide d'un prix Nobel, puis j'ai fondé un laboratoire de neurosciences cognitives financé par l'Institut national de la santé américain dans une grande université, à l'université de Pittsburgh. Et donc j'ai passé un temps fou à faire ça. Et puis c'est un jour, en travaillant avec Médecins sans frontières, avec des réfugiés tibétains, à Dharamsala, là où il y a le gouvernement en exil du Dalai Lama, que je me suis rendu compte qu'il y avait un autre système de santé, qui était complètement différent du nôtre, et qui ne faisait que capitaliser, selon ses principes, sur la capacité naturelle du corps à retrouver son équilibre lorsqu'il était déplacé. Et on m'avait toujours appris que c'était des placebos, ces approches-là, la méditation, les herbes, les plantes, l'acupuncture. Mais il était très clair que les gens que je pouvais voir à Dharamsala allaient beaucoup, beaucoup mieux. Et que c'était des gens que je respectais pour plein d'autres raisons. Et j'étais très frappé de me dire, mais alors, est-ce qu'on m'a menti pendant tout ce temps-là? Non, le placebo est un effet, comme son nom l'indique. Oui, mais même si... Bien sûr, il y a un effet placebo, mais l'effet placebo, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler avec la précision d'une intervention médicale.
Donc je suis rentré chez moi à Pittsburgh et j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait dans la littérature scientifique sur certaines plantes, sur l'acupuncture, sur la méditation, sur le traitement par l'alimentation. Et je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses. Et j'étais juste sidéré qu'on m'ait jamais exposé à ça dans toutes ces années d'études que j'avais faites. Et quand j'ai découvert ça, ça a commencé à vraiment m'interpeller. J'ai commencé à les pratiquer. J'étais dans mon cabinet, je pratiquais comme psychiatre à l'hôpital. Et j'ai commencé à utiliser certaines de ces approches pour voir si ça marchait, puisque les études avaient l'air de dire que c'était le cas. Mais j'avais vu mes confrères tibétains qui étaient très contents. Et certaines de ces approches, pas toutes, mais certaines, marchaient mieux que ce que j'avais utilisé depuis 15 ans. Et là, j'étais vexé. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que... Si on m'avait dit jusque-là, en tant que scientifique, si on m'avait dit, il existe des approches naturelles de traitement qui n'ont aucun effet secondaire, qui capitalisent sur le mécanisme naturel de l'organisme et qui marchent mieux que vos médicaments, j'aurais dit, écoutez, vous êtes gentil, mais si c'était vrai, ça se saurait. Et j'ai découvert que c'était vrai et que ça ne se savait pas. Et ça, c'est une découverte qui vous remue au fond des tripes. Et de ça, je ne me suis jamais remis, je dirais. Et c'est ça qui a fait que je me suis intéressé à toutes les autres approches de traitement, à tout ce qu'on cache, et tout ce qu'on devrait savoir, tout ce que chacun devrait savoir pour pouvoir se prendre en main plus efficacement. Donc, du coup, je me suis intéressé à effectivement la médecine dans son ensemble, et puis à l'influence des toxines. Parce que je m'intéresse aussi à comment est-ce qu'on soigne le cancer. Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui ont un cancer? Je ne pense pas qu'on puisse soigner le cancer avec une méthode naturelle aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un tas de choses qu'on peut faire quand on a eu un cancer pour que ça ne revienne pas, pour essayer de limiter les risques de retour, et pas simplement de faire une mammographie tous les 3 mois. Mais il y a beaucoup plus qu'on peut faire que ça. Je vous propose de poser des questions à nos intervenants, aux 4 dans la salle. Des hôtesses vont prendre des micros. On va monter un peu la lumière. On a la chance d'avoir 4 intervenantes exceptionnelles. Donc, ce que j'aimerais bien... Voilà. 3 maintenant. Voilà, bon, donc... vous voyez, eh bien, voilà, spécialiste du risque. Si on avait pris les mobiliers en carton qui sont dans l'entrée, je suis sûr que ça aurait été beaucoup plus solide. Beaucoup plus solide. Voilà. Elle est morte. Voilà, non, là... ça nous arrive aussi. Voilà. Bon, alors, je vais vous passer mon siège. Je vais vous passer mon siège. Et moi, je vais rester debout. Voilà. Donc, je vous propose de poser des questions. Je sais qu'ici, on aime bien donner son avis, c'est normal, tout le monde a le droit de donner son avis, mais on peut aussi poser des questions pour profiter de la chance d'avoir nos 4 intervenants. Peut-être à Louis Oringa qui s'est exprimé longuement au début, mais qui est parvenu, qui avait posé des questions. Merci Jean-Yves, merci beaucoup. Des questions extrêmement provocatrices. Alors, il y en a une très provocatrice. Bon, on va commencer par là. Qui avait, de manière un peu provocatrice, dit « Mais qu'est-ce qu'on veut dans notre société ?» en montrant aussi quelquefois que les contraintes économiques peuvent nous conduire à relativiser. Et comme on est dans une table ronde pacifique, personne n'a répondu à sa provocation. Alors, je ne sais pas où est le micro. Alors, je vois une dame avec un micro. Oui, je vous ai vu, vous l'aurez. Il y a voilà, une jeune femme au fond. Et là aussi, c'est ça, quelqu'un avait une question ici? Non? Voilà. Oui. Voilà. Et ensuite, ça sera devant. Non, c'était juste une petite question de curiosité. Nous connaissons malheureusement Patricia presque tous des gens atteints malheureusement de cancer. Or, je mets au défi, qui que ce soit dans cette salle, à part peut-être les médecins présents sur le plateau, de nous citer une marque de produits soignant le cancer. Les groupes pharmaceutiques ne sont pas privatisés, ce sont des gens qui fabriquent des produits qui soignent le cancer. Pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas le nom des produits qui soignent le cancer? Et est-ce que ce ne seront pas par hasard les gens qui fabriquent les pesticides qui fabriquent aussi les produits qui soignent le cancer? Enfin, je pose la question, voilà. Patricia, est-ce que vous pensez que Jacques Florentin serait le bon interlocuteur pour répondre? Je crois, oui. Voilà, Jacques. Si quelqu'un connaît le nom d'un produit qui soigne le cancer... Vous parlez d'un nom de laboratoire ou de nom de médicament? Non, mais pourquoi est-ce qu'un produit qui est aussi intime dans la vie des gens n'a pas de marque, alors que ce sont des groupes privés qui les fabriquent? Non, franchement, je ne pense pas qu'il y ait de rapport de cause à effet ou de collusion entre ces deux filières. Si effectivement certains groupes
industriels internationaux ont à la fois une filière chimique et une filière thérapeutique, je n'ose pas imaginer qu'il puisse y avoir connivence à ce niveau-là. Ceci dit, transparence sur le nom des produits. Ah bah bien sûr que si, il y a des tas de produits, il y a des nouveaux produits qui sortent tous les jours, tous les mois contre le cancer. Oui, par exemple l'Oncovin, le Velbé, le méthotrexate, voilà. Donc qui a entendu parler de ces noms avant? Ben voilà, oui, il y a toute personne. Dans n'importe quelle officine, on a des médicaments anticancéreux, dont d'ailleurs certains sont fabriqués à partir de plantes. Ne l'oublions pas. La pervenche de Madagascar nous a fourni 3 ou 4 grands anticancéreux, dont les derniers sont sortis il y a 2 ans. L'IF, qui était un poison de flèche gaulois, a servi aussi à fabriquer un anticancéreux qui est sur le marché depuis 3-4 ans. Ce sont des travaux français. Donc on a dans le règne végétal des sources thérapeutiques importantes et bien sûr des sources chimiques. Mais ces médicaments ne sont pas très connus du grand public parce que bien souvent, beaucoup de ces produits sont uniquement à l'hôpital. Mais depuis 2-3 ans, depuis 1 an, ces produits sortent, comme on dit, de la réserve hospitalière et se trouvent en officine. Mais il y a, je dirais, des dizaines et des dizaines de protocoles avec des médicaments différents qui ont pignon sur rue et dont les noms sont connus des spécialistes. Voilà. Je vais vous passer mon micro et vous me le rendrez. Comme ça, vous pourrez poser votre question. Voilà, vous avez tout à l'heure souligné, Monsieur Florentin, vous avez tout à l'heure souligné comment faisaient les animaux pour, vous avez souligné l'aspect très intéressant qu'avaient les animaux à savoir se préserver des dangers et savoir se guérir soi-même. Mais vraiment, qu'est-ce qui fait, franchement, qu'ils arrivent à aller chercher jusqu'à la moelle d'une plante spécifique? C'est quand même assez spécial. Est-ce que les molécules ont une odeur pour qu'ils aillent la chercher? Est-ce que, oui, justement, c'est assez mystérieux quand même. Ouais, ce sont des principes amers, puisque ces produits-là sont des lactones amers et donc leur amertume sert de guide. Mais on ne sait pas comment ils sont amenés à choisir ces plantes-là. Et quand je discutais avec Michael Hoffman, qui est donc l'Américain qui a travaillé là-dessus, puis il y a maintenant une équipe française qui travaille aussi sur ces pharmacopées des chimpanzés, je lui ai tout de suite posé la question, est-ce qu'il avait remarqué qu'il y avait un apprentissage des parents aux jeunes singes ou pas vis-à-vis de ces plantes? Là, il peut pas répondre à ça. Ce qu'il était sûr, c'est que la femelle qui avait consommé ces feuilles-là était parasitée parce qu'il se promenait en forêt avec un microscope de brousse et il analysait de manière régulière les sels émis par les singes et on retrouve dedans les œufs des vers qui attestent donc d'une forte infestation de parasites. Mais je lui ai dit, on aimerait bien savoir s'il y a un apprentissage ou pas. Alors il envisage de faire une expérience qui serait passionnante, c'est de travailler cette fois-ci sur des populations de singes qui sont en captivité, qui se reproduisent en captivité et qui sont bien évidemment déparasités, soit par des médicaments, soit parce que les parasites ne sont pas là. Et sur cette population de singes captifs qui a donc perdu l'usage traditionnel de leurs plantes médicinales, de les infester, de les parasiter et de voir ensuite si l'animal est capable de reconnaître les plantes qu'on lui proposerait. L'expérience n'est encore pas faite, elle pose peut-être des problèmes éthiques, mais la réponse serait intéressante. Oui. Non, il n'y avait pas de question là-bas. C'est bon. Écoutez, ça sera pour après, monsieur. Je vous ai bien vu. Et, voilà, il y a eu aussi une question devant. Je propose, ça va vous faire un petit peu de gymnastique, mais si, posez votre question. Posez votre question, mais on va en poser plusieurs. Voilà. Oui, alors, par rapport au cancer, j'ai besoin de compléments d'information parce que j'ai entendu plein de choses sur le docteur Hammer, mais pas des choses vérifiables. À mon niveau, en tout cas, c'est pas arrivé jusqu'à moi. Il semblerait que ce monsieur ait fait des études scientifiques, des observations cliniques en certain nombre, comme quoi le cancer serait relié à des conflits non réglés, des chocs émotionnels sur le parcours des gens. Qu'en est-il? Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que l'un de vous, peut-être M. David Servan-Schreiber, peut-être M. Florentin, pouvez-vous m'éclairer un peu sur les études du docteur Hammer qui se trouverait en prison aujourd'hui? Chaque fois, je suis au conditionnel parce que vraiment... En tout cas, sur peut-être la question générale, David Servan-Schreiber voudra bien répondre. On retient la question, on en prend une deuxième et puis une troisième. Ça, on va répondre. Ah, il y avait un monsieur là-bas, avant monsieur là-bas. Voilà. Bon. L'une après l'autre. Je vous les rappellerai. Bon, j'y vais, j'ai le micro.
Allez-y. Bon, c'est pas vraiment une question, c'est une intervention. Elle s'adresse pas vraiment à quelqu'un en particulier, mais enfin bon. Vous êtes sûr que vous voulez pas poser une question? Bon, je vais. Non, parce que c'est bien. Mais vous allez bien, voir, ça va faire réagir ce que je vais dire. Enfin, voilà. Bon, moi, ce que je pense en fait et que j'exprime aujourd'hui, puisque vous me donnez la possibilité, c'est que bon, on a bien établi les causes et les conséquences de l'activité humaine sur notre propre existence, etc., notre espérance de vie, etc. Bon. Ça fait déjà 22 festivals qu'on fait le bilan. Il est catastrophique, franchement. Là, j'ai envie de rentrer chez moi, me suicider, parce que tout va très bien, Madame la Marquise. La pollution, le cancer, le CO2, etc., les pesticides. Bon, enfin, je crois que le bilan, il est fait. Je crois qu'aujourd'hui, moi, ce que je me dis, c'est que le problème, il est à deux niveaux. Il est d'abord philosophique. C'est-à-dire que la culture dominante, c'est la culture du vainqueur, donc c'est la culture occidentale qui un peu régit le monde. Et dans la culture occidentale, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de sagesse. Donc je crois qu'à ce niveau, déjà, il faudrait repositionner l'homme au centre du débat. Un vrai choix philosophique, avec un comité de sages aussi puissant que le G8. Déjà, voilà ce que je dis. Ensuite, le problème, il est au deuxième niveau, il est politique. C'est-à-dire, quand on voit l'omnipotence d'un politicien, c'est dangereux. Exemple, illustration, je suis Marseillais, je ne vais pas tarder à respirer un air que je ne désire pas respirer, c'est-à-dire plein de dioxine. Pourquoi? Toute la région est suspendue aux lèvres d'un seul homme, M. Gaudin. Alors moi je me dis, comment, on a notre bouc émissaire comment le pour ce sort soir. Non mais attendez, je ne fais pas de la polémique. On a notre bouc émissaire. Mais comment le sort de toute une région dépend d'un seul homme qui va faire son projet, on le sait très bien. Monsieur, je crois qu'on a compris. Donc moi je dis, votre... il faudrait, puisque voilà. 90% des Phocéens ne sont pas d'accord, il faudrait que le pouvoir politique appartienne vraiment aux gens qui votent, qui habitent ce pays. Et ensuite, voilà ce que je peux dire. Il faudrait peut-être revoir la configuration politique des choses, parce que des débats, des festivals de Sciences sans frontières, on va en faire des tonnes et des tonnes, et on n'avancera pas. On est suffisamment intelligent pour contrecarrer la pollution. Je crois qu'on a bien compris votre point de vue, monsieur, voilà. Et comme toujours ici, on le respecte. Bon, la mode, c'est beaucoup de trouver des boucs émissaires. Je pense qu'on pourrait peut-être élargir un peu le propos. Mais non, monsieur, j'ai entendu ce que vous avez dit. Quant au débat de Sciences Frontières, il n'y en a malheureusement qu'un par an. Je suis sûr que je le regrette parce qu'on est bien ensemble. Mais un des intervenants vous répondra, même si ce n'est pas une question. Vous avez exprimé une opinion et je pense que c'est intéressant peut-être... Voilà, écoutez... Vous avez une chance, allez, aux prochaines élections, vous aurez un bulletin de vote à mettre dans l'urne, ce qui... vous voyez ? Alors, troisième question. La première, on va y répondre. Oui. Non, vous avez eu le temps de vous exprimer, monsieur. Jacques, à propos donc des chimpanzés. On n'a aucun recul pour savoir, pour répondre à tes questions, et c'est la même chose d'ailleurs, d'une certaine manière, pour le chamanisme ou autre, parce qu'on n'a aucune donnée qui permet de reconstituer une histoire, au vrai sens du terme. Je vais vous donner un seul exemple. En 1844, on a une publication qui nous dit que des chimpanzés utilisent des outils en pierre. Il va falloir attendre 130 ans pour qu'on accepte que ces chimpanzés utilisent des outils en pierre. Donc c'est pas aller observer un chimpanzé qui mange une tige. C'est parce que quand les hommes ne veulent pas voir quelque chose, ils ne veulent pas le voir. Et c'est ça le plus terrible. C'est qu'en définitive, parce que nous avons une telle arrogance, on ne peut pas accepter que des singes, des animaux puissent utiliser des outils, alors qu'on le savait forcément. Donc, soyons très clairs, nous sommes extrêmement ignorants parce que nous connaissons de plus en plus de choses, certes, mais des choses dans des registres que nous avons décidés, sur lesquels nous voulons avoir des savoirs, et d'autres, pour des raisons de représentation du monde, on ne veut pas regarder. Et en ce qui concerne donc les chimpanzés, attention, tu parles beaucoup de plantes, et donc c'est ta spécialité, et je respecte beaucoup ta compétence, mais soyons très clairs, il y a, à travers quelqu'un que tu connais certainement, les travaux de Claude Marcel Ladic et autres, du Muséum national d'histoire naturelle, la longue coévolution des singes et d'autres espèces, mais là si on parle des singes et des plantes, c'est des centaines de milliers d'années.
d'évolution sur lesquels interviennent des facteurs extrêmement complexes entre les plantes, les animaux, les insectes, qui sont aussi des animaux bien sûr, mais il y a aussi chez les chimpanzés, je voudrais terminer, des apprentissages. Mais le problème, c'est qu'on a du mal à les suivre, et donc il n'y en a pas toujours un qui est malade pour faire cela. Et donc malheureusement, on ne peut pas répondre à cette question pour l'instant, parce qu'on ne s'en est pas donné les moyens, et peut-être qu'on ne les a pas, et ce qui est dramatique, parce qu'effectivement, si on pouvait avoir ces réponses, ça serait considérable par rapport à ces problématiques. Merci. Peut-être sur la première question, David Savard-Schreiber, nos émotions, ce que nous ressentons, notre histoire psychique et le cancer. Je suis ravi de répondre à ça, mais j'aimerais beaucoup savoir, moi, ce que Pascal Pic pense de s'il est possible qu'il y ait une connaissance intuitive qui soit à la fois présente chez les chimpanzés et chez les chamans, qu'on a du mal à reconnaître, parce qu'effectivement, ça ne rentre pas dans notre manière de concevoir la découverte de nouveaux principes actifs en médecine. Donc peut-être qu'on en parlera après. Mais sur Dr Hammer, cette idée que le cancer vient d'un choc émotionnel, d'un traumatisme émotionnel, est extraordinairement puissante. On sait que plus de 60% des femmes qui ont un cancer du sein sont convaincues que ça leur est tombé dessus à la suite d'un choc émotionnel. Donc c'est une idée forte. C'est l'idée, Dr Hammer la pousse à l'extrême en disant tous les cancers proviennent d'un choc particulier, et pour chaque région du corps, ça correspond à un type de traumatisme émotionnel différent. Et bon, il prétend même qu'il peut voir des images sur des scanners du cerveau qui permettraient de localiser, de déterminer la nature du choc émotionnel et de prévoir où le cancer se manifeste dans le corps. Bon. Je veux dire ce que je pense, moi. Il n'y a pas d'études suffisantes scientifiques pour valider cette théorie. La raison pour laquelle il est en prison, je crois qu'il y est encore, en tout cas il y a été, c'est parce qu'il décourageait des personnes d'utiliser la chimiothérapie ou la radiothérapie en leur disant il suffit que vous suiviez un traitement qui va chercher la source de traumatisme émotionnel et vous serez guéri. Je pense que c'était pas légitime de faire ça à des patients, surtout qu'il y a des chimiothérapies qui marchent très bien pour certains cancers qui ont des taux de succès de près de 90%. Donc c'est assez fou de décourager les gens de les utiliser. Bon. Sur qu'est-ce que je pense, moi, si vous me posez la question, alors c'est mon opinion personnelle, je pense qu'on n'a pas aujourd'hui d'informations scientifiques suffisantes pour dire que quelque cancer qu'il soit est la conséquence d'un traumatisme émotionnel. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que les traumatismes émotionnels influent la capacité du système immunitaire à faire son travail, y compris à faire son travail pour permettre à quelqu'un de lutter contre un cancer en place. Donc le travail que j'essaie de faire avec les patients que je vois qui ont souffert d'un cancer, c'est évidemment essayer dans la plus grande mesure du possible de leur permettre de dépasser les événements difficiles du passé et de gérer leur stress de façon plus efficace pour leur permettre d'avoir toutes les chances de leur côté en maximisant l'efficacité de leur système immunitaire. Mais ça ne veut pas dire que le cancer vient d'un traumatisme du passé et que surtout, ça ne veut pas dire que c'est de leur faute. Parce que le danger avec la théorie du docteur Hammer, c'est non seulement on voit des gens qui sont très malheureux parce qu'ils ont un cancer, mais en plus on leur dit ça vient de ce que vous avez fait dans votre vie. Donc ils sont 2 fois plus malheureux. Et ce n'est pas utile. Donc voilà ma perspective sur le docteur Hammer. Merci. Alors, sur cette intervention, qui n'était pas une question, mais le rôle et la place du politique, j'ai envie d'interroger d'abord Louis Oringa, parce que Louis Oringa, il est entre le marteau et l'enclume. Il a les professions qui élèvent les éleveurs, les gens qui font de la volaille, etc. Mais il a le politique qui lui dit qu'il faut obtenir des résultats. Puis il a le consommateur qui lui entend ce qu'il souhaite entendre, comprend ce qu'il souhaite comprendre. Il comprend souvent bien, d'ailleurs. Alors, est-ce que le politique est tout puissant dans toutes ces questions, comme on le dit? Allez, on en change un, puis tout est bon. Et puis, sur le même thème, André Cicolella, qui est quand même dans un parti politique, hein, c'est un parti donc qui croit que le politique peut changer les choses. Donc il a sûrement quelque chose à nous dire là-dessus. Louis. Alors,
Je vais peut-être dire quelque chose qui va être encore provocateur. Il se trouve que j'ai été amené effectivement, malgré moi, à devoir gérer des crises dont il ne vous a pas échappé que ces différentes crises s'étant passées sur une dizaine d'années. J'ai été en contact avec des politiques d'horizon, le moins qu'on puisse dire, différents, puisqu'en 10 ans, nous avons eu quelques changements de majorité. Eh bien, moi, je vais vous dire, sur les vrais problèmes sérieux, je les ai toujours vus tous réagir exactement de la même manière, avec bien, bien. Sur le fond, essayant réellement de régler les problèmes. Alors ensuite, on est dans un autre domaine que moi je ne sais pas commenter, qui est un domaine politique, d'affichage, etc. Mais ce que je peux dire globalement, c'est que face à un vrai problème aujourd'hui, il y a eu un comportement équivalent, quels que soient les bords. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord quand je vous ai écouté tout à l'heure, même une structure comme le CIV, elle ne serait jamais créée en 50. Sûrement pas en 60 non plus. En 70, je ne crois pas. Au début des années 80, peut-être, et encore, je ne suis pas sûr. Donc, je crois qu'il faut aussi se dire qu'on est parfois dans une dynamique positive. Il ne faut pas tout voir en noir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Et je pense également que sur les sujets dont je parlais tout à l'heure, on a souvent, a priori, un problème de culture. Les gens dans le domaine économique, dans notre sempiternelle pensée unique du productivisme, tendance à dire on ne peut pas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée à trouver dans des alternatives qui pourront allier assez classiquement des intérêts évidemment économiques, on en vit tous, peu ou prou quand même, et qui seront des vraies valeurs ajoutées. Moi je pense par exemple aujourd'hui, ce dont je parlais tout à l'heure, aujourd'hui arriver à améliorer toutes les conditions des systèmes de production par rapport au bien-être animal va créer de vraies valeurs ajoutées positives, y compris dans la qualité alimentaire, parce qu'il faut savoir par exemple que des animaux bien traités ont une conséquence directe sur la qualité alimentaire. Oui, mais ça, à l'OMC, on ne le sait pas. Là, on parle que d'échanges globaux. À l'OMC, on ne dit pas un animal égale un animal d'un continent égale un animal d'un autre. C'est pas pris comme critère, cette valeur ajoutée-là. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que je crois qu'à un moment donné, il y a des intérêts communs entre ce que je disais, des associations de consommateurs, des associations de protection animale, des politiques et des professionnels, à convaincre aujourd'hui qu'on peut très bien créer des systèmes économiques sur des valeurs différentes que simplement de la circulation des produits et des animaux qui ne sont justement pas des produits, sur des valeurs autres que directement et strictement économiques. Sur ce thème du politique tout-puissant ou pas, André ? Oui, je crois effectivement à l'importance du politique, c'est le sens de mon engagement. Je crois que on a, dans les problèmes de santé, on a vraiment un effort à faire pour que quand je vois, il y a eu un sondage il y a quelque temps qui reconfirmait ce que régulièrement, c'est-à-dire quand on interroge les gens quel est le plus important, la santé arrive avec 99%. Je suis toujours curieux d'ailleurs de connaître le 1% qui résiste et qui dit pour moi la santé c'est pas important. Ce serait intéressant de faire une étude sur cette minorité, mais tout le monde en est bien conscient. Et curieusement, quand on arrive au niveau des politiques publiques, là par contre, cette priorité n'est plus reprise. Et je pense qu'il faut effectivement, il faut changer de logique. Déjà, c'est au niveau de notre système de santé. On a un système de santé aujourd'hui qui est un système de soins, en fait. On parle de ministère de la Santé, mais c'est un ministère du soin. Je crois qu'il faut effectivement avoir une vision de la santé aujourd'hui qui soit, moi je vois 3 piliers dans la politique de santé, le soin, l'environnement et l'éducation.
Et sur les 3 piliers, on peut rebâtir une vraie politique de santé. On ne peut pas décider à la place des gens, donc d'où l'importance de l'éducation, que les gens apprennent à gérer leur écosystème et leur relation à leur écosystème. Et l'environnement, c'est l'écosystème lui-même. Comment on construit effectivement cet écosystème? Et puis le soin, si effectivement il y a un déséquilibre, eh bien il faut donner la capacité de rétablir cet équilibre. Je crois qu'il va y avoir cette vision pour rebâtir une politique de santé. On a aujourd'hui, on dépense des sommes considérables en matière de santé. On est à 158 milliards d'euros, c'est considérable. Chaque année, on a 5 à 10 milliards d'euros en plus, et pour un bénéfice qui n'est pas évident. Donc je crois que là, on est dans un domaine, effectivement, d'un vrai débat politique à avoir sur la réforme du système de santé. Alors la sécurité sanitaire s'est imposée comme un problème important depuis quelques années, mais c'est relativement récent. La création des agences, c'est 1998. Et vous avez dit au départ que j'avais été à l'origine de la création de l'AFSE parce que j'avais à ce moment-là fait remarquer, au moment de cette loi donc, qui se préparait en 97, qu'on avait oublié l'environnement. 97, c'est pas vieux quand même, hein. Et je me souviens très bien, le rapporteur était Alain Calmat, donc c'était avec les députés verts, on leur avait dit, mais je vous assure, il y a quelque chose à faire sur santé et environnement. Et Kouchner était ministre à l'époque, hein, il disait, mais est-ce que c'est vraiment important? Bon, alors en quelques semaines, quelques mois, il y en avait fait des discussions, des colloques, les choses avaient évolué, et le principe d'une agence de sécurité sanitaire de l'environnement avait été acté. Mais elle ne sera créée qu'en 2000, donc quelques années plus tard, et elle aura un statut tout à fait différent, une petite agence, 30 personnes, alors que sur l'alimentation, il y a 900 personnes. Alors que les Hollandais, par exemple, ont le RIVM, les Hollandais, 14 millions d'habitants, ils ont un RIVM qui fait 800 personnes. On voit bien qu'il faut un outil à peu près de cette importance-là pour gérer la complexité de la relation entre santé et environnement. Quand on regarde la politique de recherche, par exemple, on est extrêmement faible en matière de recherche sur santé et environnement. On est au 5e de la recherche anglaise sur le sujet. Et si on citait REACH, voilà un exemple d'une politique publique importante. Eh bien, le coût de REACH sur 11 ans, 2,8 milliards d'euros. Le coût de l'expédition Titan, vous savez, les belles photos qu'on a pu voir du satellite de Jupiter, hein, je crois, Titan. Mais c'est le coût de cette expédition Titan, 2,8 milliards d'euros. Alors je pense que c'est extrêmement satisfaisant de voir ces belles photos, mais enfin si on interrogeait les citoyens du monde, parce que ça concerne tout le monde, est-ce que c'est plus important de connaître notre environnement chimique ou est-ce que c'est important d'avoir ces photos de Titan? Je crois que 99%, peut-être dans la salle aussi d'ailleurs, aurait fait ce choix. Donc, et cette question-là n'a pas été posée. Et là on est dans le domaine d'un débat démocratique. Moi ce qui me frappe, et c'est pour ça qu'on a créé Sciences Citoyennes d'ailleurs, sur cette idée que sur les choix scientifiques, eh bien, il y a un enjeu de démocratie. Ces choix, aujourd'hui, ne sont pas l'objet d'un débat démocratique. Or, ils conditionnent la vie de tout le monde, non seulement sur la génération d'aujourd'hui, mais sur la génération future. Regardez, on est en train de développer des technologies comme les OGM, par exemple. On est en train de développer des technologies comme les nanotechnologies. À quel moment on demande l'avis des citoyens? Alors que ça va modifier la vie de tout le monde. Alors, et donc là, il faut vraiment développer des outils du type conférence de citoyens, par exemple, permettre aux gens effectivement de s'exprimer. Et tout le monde est en capacité, tout le monde a la capacité d'élire un président de la République. C'est extrêmement complexe d'élire un président de la République. Et ça, tout citoyen a cette capacité. Eh bien, on doit être en capacité de savoir si c'est bon ou pas d'avoir des OGM, si c'est bon ou pas de développer les nanotechnologies, ou de quelle façon en tout cas. Et qu'on éclaire le choix citoyen sur ces questions-là. Je crois que c'est sur cette idée de la démocratie scientifique, du débat qu'est né Sciences Frontières. Alors déjà un thème de débat pour l'an prochain, le 1% qui résiste, c'est peut-être c'est le lecteur de Michel Foucault qui craint ce biopouvoir qu'il avait envisagé. Là, peut-être qu'on va aussi dans un autre excès, ou du moins dans un autre excès sociétal, pas un excès, mais dans une autre vision sociétale que peut-être aussi il faudra moduler et corriger. Déjà, on a un thème de débat pour l'an prochain. Jacques Florentin, rapidement, avant une dernière question, puis moi je poserai la dernière question. Juste une petite remarque dans le sens dont tu viens de parler, à propos du débat citoyen. Est-ce qu'il y a eu le moindre débat sur le déremboursement des médicaments à base de plantes? On nous enlève dans quelques mois la totalité des médicaments à base de plantes.
dont on connaît les effets iatrogènes et secondaires moindres. Et il n'y a eu aucun débat. Il y a eu des débats entre experts, mais des experts qui étaient déjà acquis d'avance à l'idée. Et les experts pharmacognos, ceux qui s'intéressent aux plantes, n'ont bien sûr pas été consultés. Donc là aussi, on est dans des grandes décisions qui auront des conséquences dans les années à venir. Monsieur, dernière question de la salle. Une question. Oui. Merci d'abord pour la qualité de vos interventions à tous les 5. Parce que j'apprécie beaucoup à Sciences Frontières, c'est justement que ce n'est pas la langue de bois et que tout est dit. Alors, la langue de bois, c'est une langue, on peut la comprendre, la traduire aussi. Oui, enfin, si bon, on veut. C'est mieux quand on ne l'emploie pas. Je vais poser ma question. J'ai lu il y a quelques mois dans un livre dont j'ai malheureusement oublié le titre, mais qui parlait de nutrition, de désinformation ou de manipulation d'information, qui est écrit, je crois, par un scientifique de Sciences et Avenir et une avocate. Il parlait du problème. Santé, mensonge et propagande Voilà, de Thierry exactement. Soucard et Isabelle Robard. Voilà, exactement, c'est ça. Il parlait de l'ostéoporose dont vous n'avez pas parlé ce soir. Et il parlait d'études qui sont faites, comme quoi les pays qui ne consomment pas de produits laitiers de vache n'ont pas de problème d'ostéoporose. Et en France, où on nous bassine les amis pour la vie, le lait, eh ben on a de gros problèmes d'ostéoporose. Alors qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce qu'on se moque de nous ou voilà. Qui veut répondre? Tout ce que je n'ai pas de très bonne réponse. Tout ce que je sais, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'ostéoporose qui sont rares au Japon, où il y a une très faible consommation de produits laitiers. Ils sont extrêmement sévères dans les pays nordiques, par exemple, où il y a une énorme consommation de produits laitiers. On nous parle beaucoup de l'importance du calcium dans le lait. En réalité, il y a beaucoup plus de calcium dans les brocolis, par exemple, que dans le lait. Et puis, il y en a même dans certaines eaux minéralisées qui semblent être absorbées aussi bien que celui qui est dans le lait. Donc, c'est très difficile de savoir. Je peux vous dire juste une chose. Je n'ai pas d'habitude tellement de... J'ai pas tellement aux États-Unis, on appelle ça les théories de conspiration. Vous savez, où on est persuadé qu'il y a un petit groupe de personnes qui conspirent pour désinformer le public. D'habitude, je ne souscris pas à ce genre de théorie, mais j'ai constaté une fois quelque chose de très troublant. Il y a un papier dans le plus grand journal de cardiologie au monde qui s'appelle Circulation, c'est le journal de l'Association américaine de cardiologie. Il y a un papier qui explique le fameux paradoxe français. Vous savez que quand on regarde le taux de graisse saturée dans l'alimentation et les risques de cholestérol pour la population, c'est une courbe comme ça. C'est-à-dire que plus il y a de graisse saturée dans l'alimentation, plus il y a de risques de maladies cardiovasculaires. Donc, la seule chose qui ne colle pas, c'est que les Français sont en dessous de la courbe. Donc on nous a toujours dit c'est parce qu'on boit du vin rouge. Mais il y en a un autre qui ne colle pas, c'est que je crois que ce sont soit les Danois, soit les Finlandais, je ne sais plus lequel des deux, est très au-dessus de la courbe. C'est qu'ils sont beaucoup plus malades qu'ils ne consomment de graisse saturée. Et il y a un papier dans Circulation qui montre que si au lieu de mettre les graisses saturées dans l'alimentation, on met les produits laitiers dans l'alimentation, alors tout le monde revient sur la courbe. C'est-à-dire que ça explique parfaitement l'incidence des maladies cardiovasculaires. Et donc l'explication, c'est que les Français en fait consomment peu de produits laitiers par rapport aux d'autres pays, et les Finlandais ou les Danois, je ne sais plus lesquels c'est, en consomment énormément. Et que donc ce seraient les produits laitiers qui expliqueraient en grande partie cette incidence des maladies cardiovasculaires. Eh bien, c'est très troublant, c'est intéressant, c'est scientifiquement une question, c'est pas une démonstration, c'est une question. Ce qui est très troublant, c'est que ce papier n'est pas disponible dans la plus grande base de données scientifique médicale qui s'appelle Medline, et qu'on ne peut pas le trouver dans Medline quand on fait une recherche sur les produits laitiers et les maladies cardiovasculaires. Et il n'est simplement pas dedans. Et ça, je dois dire que c'est moi qui ne souscris pas aux théories de conspiration. J'ai été perturbé par ça. Ouais. Louis, Oringa, Jacques Florentin. Et après, je poserai, si vous le permettez, une dernière question courte, qui sera un peu notre conclusion. Oui, alors, moi non plus, les théories du complot, j'aime pas trop. Évidemment, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Simplement, sur ce type d'ouvrage, moi, ce qui me choque le plus... Soucard est un journaliste, c'est pas un scientifique. Oui, ce qui me choque le plus, c'est que je voudrais pas faire une démonstration d'un certain nombre d'analyses qu'on a fait sur ce
type d'ouvrage. Mais je trouve que dans une société, c'est très dangereux lorsqu'on commence à accréditer le fait qu'un bon scientifique est un scientifique qui n'a jamais aucun contact avec le monde économique. Qu'un bon universitaire, il est bon universitaire s'il n'a aucun contact avec le monde économique. Qu'un bon journaliste, quand surtout, il n'a aucun contact avec personne parce qu'il pourrait être perverti. Ça veut dire quoi d'être honnête, ou une valeur d'honnêteté quand on est tout seul sur une île déserte? Bon, ça, oui, on peut être honnête, de toute façon, on est tout seul. On est face à personne. Donc là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, et vous voyez que je suis pas langue de bois et assez provocateur. Il y a évidemment eu des dérives dans le passé. C'est une évidence. Est-ce que pour autant, on doit se nourrir de ces dérives pour aujourd'hui accréditer une dérive à nouveau dans l'autre sens? Moi, je pense qu'on a tous raison de demander plus de transparence dans les relations entre tous ces gens qui participent à mener à notre société. Moi, ce que je regrette beaucoup dans un certain nombre d'ouvrages qui sortent, c'est que, au lieu de s'arrêter à dénoncer les dérives qu'il y a eu, et il y en a eu, ils essayent de prôner un système que moi, à titre personnel, je ne partage pas du tout. Jacques. Juste un mot sur les études épidémiologiques qui sont effectivement extrêmement intéressantes, parce que quand on s'aperçoit que dans une population donnée, si on a une morbidité différente qui est due à un facteur alimentaire, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas ce facteur alimentaire? Le problème, c'est que ces études devraient être... causalité. Voilà. Le problème, c'est que ces études sont multifactorielles et en général, ça ne s'arrête pas à un seul élément. Alors, si cette étude épidémiologique, elle est corroborée avec des études pharmacologiques sur des modèles animaux ou sur culture cellulaire, là oui, on peut émettre des hypothèses. Mais si on se limite simplement à l'étude épidémiologique en comparant des pourcentages de maladies chez les populations en relation avec un événement qui est une nutrition lactée, c'est à mon avis pas suffisant. Un petit mot aussi sur le French paradoxe des Français qui ont un peu moins de maladies cardiovasculaires malgré leur alimentation. Tout le monde l'a compris, c'est bien évidemment le vin qui est en question, puisqu'on sait maintenant qu'il y a dans le vin, et en particulier à l'extérieur des pépins de raisin, des polyphénols qui ont une activité protectrice sur les vaisseaux et sur les dépôts de cholestérol. Et un laboratoire français a commercialisé depuis quelques années un extrait de vin qu'on appelle d'ailleurs le French Paradox, qui est le resveratrol, qui ne marche pas du tout en France. On l'a en pharmacie, mais c'est vraiment confidentiel parce qu'évidemment, on ne fera pas boire à un Français une gélule d'extrait de vin. Il préfère l'avoir dans son verre tous les jours. Mais par contre, aux USA, c'est un produit qui représente de bons résultats au niveau de l'export. Dernière question, si vous le permettez, avant qu'on conclue. Excusez-moi, monsieur. Oui. Oui. Écoutez, je crois qu'il y a un moment, il faut s'arrêter. Alors, brièvement, qui je m'excuse parce que j'ai tellement monté la main que... Oui, mais il y a plein de gens qui lèvent la main, mais il y a un moment, il faut s'arrêter. Mais je vous écoute, parce que je ne veux pas être discourtois, mais très rapidement. Je voulais donner la question à David Servin-Schreiber. Déjà, je vous remercie pour votre livre, parce que j'ai fait une grande publicité, je crois, autour de moi, et notamment en Russie, auprès des enfants et des gens et des familles à Beslan. Et les psychologues ont vraiment apprécié votre travail et je crois que ça donne des résultats là-bas aussi. Mais par contre, je voulais vous demander au niveau de kinésiologie, parce qu'on parle énormément, il y a beaucoup de gens qui essayent cette méthode, il y a des dérives, on parle à la radio qu'il y a quand même pas mal d'arnaques et que ça fait peur. Alors moi, je voulais vous demander, qu'est-ce que vraiment est kinésiologie ? Est-ce si que, c'est possible. Voilà. Alors, c'est vraiment la dernière question. Est-ce que, David, vous vous sentez capable de répondre en peu de temps? Je ne peux pas expliquer ce qu'est la kinésiologie, mais je voulais juste vous dire que de façon générale, moi, tout ce qui m'a préoccupé quand j'ai commencé à découvrir ces méthodes naturelles qui marchaient, c'était qu'il fallait faire le tri, évidemment, entre celles qui avaient des études scientifiques sérieuses pour démontrer leur efficacité, et celles pour lesquelles il y avait plus qu'un doute. La kinésiologie ne fait pas partie de celle qui, à mon sens, a reçu suffisamment de preuves à ce jour pour qu'on puisse la recommander. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire dessus.
Alors écoutez, merci. On pourrait peut-être se quitter, puisque souvent on dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement? Alors moi, je voudrais demander à nos invités s'il y a une chose à faire dans ce domaine des toxiques, une chose que vous faites, que vous avez fait chez vous, pour substituer un produit non toxique à un produit toxique. Alors, qu'est-ce que vous avez fait et dans quelle pièce de la maison hantée? André Sicolella. Moi, j'aère chez moi. Quand on pose la question de qu'est-ce qu'il faut faire, déjà le premier geste, c'est de retrouver l'habitude. On disait des grands-mères autrefois, mais maintenant il faut dire les arrière-grands-mères. Du début du siècle, c'était ça l'éducation hygiéniste. Il fallait aérer pour des raisons effectivement liées au risque infectieux. Mais aujourd'hui, il faut aérer si on veut effectivement éliminer une bonne partie de la pollution d'environnement intérieur. Ça, c'est simple, ça ne coûte rien. Mais on a donné aux gens l'habitude depuis 30 ans au motif effectivement qu'il fallait économiser l'énergie, on a donné un réflexe inverse. Et on a diminué de moitié le taux de ventilation naturelle des appartements. Donc là, on a un geste simple, extrêmement efficace. Ouvrez la fenêtre et fermez le radiateur. Louis Oringa. Eh bien, j'essaye, je n'y arrive pas toujours, mais de rééquilibrer mon alimentation en essayant de consommer le plus possible de produits frais, parce que d'abord, ça permet d'associer les produits, les poissons avec les légumes ou la viande avec les légumes. Bon, ça utilise moins d'emballage d'une manière générale, et puis ça favorise plutôt les produits de terroir. Donc voilà, je trouve que c'est une petite contribution, quand je peux le faire, à ce rééquilibrage. Jacques Florentin. Je voudrais encore juste faire un petit commentaire sur ce que nous a dit David Servan-Schreiber concernant son étonnement que si peu de gens se rendent compte qu'il y a d'autres systèmes thérapeutiques efficaces. C'est effectivement malheureusement vrai dans nos académies de médecine et de pharmacie et des sciences tout court, mais n'oubliez pas que toutes ces médecines traditionnelles, la médecine chinoise soigne quotidiennement 300-400 millions de Chinois. La médecine indienne, pareil, 300-400 millions d'Indiens se soignent par la médecine ayurvédique. Et ce sont tous des systèmes médicaux, comme la médecine tibétaine aussi, qui n'ont aucun rapport avec notre système médical moderne. Il y a des notions de classification des maladies, de physiologie, de thérapeutique, qui n'ont rien à voir avec notre système de médecine moderne. Et que ce sont des systèmes qui fonctionnent, qui se perpétuent depuis des siècles et des siècles. Et on a effectivement tout à fait intérêt à regarder ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans ces systèmes thérapeutiques, sans bien évidemment rejeter notre système biomédical qui a fait aussi son efficacité. Et il y a dans ce domaine-là des sources thérapeutiques tout à fait considérables. Alors en ce qui concerne mes résolutions ou mes choix, moi je personne n'est obligé. Oui, non, mais si je m'efforce à boire un petit peu de vin tous les jours pour éviter les maladies cardiovasculaires. C'est ni de la médecine chinoise ni de la médecine indienne. David Servan-Schreiber. Moi, je vais vous donner l'impression d'être un disque rayé, mais un des facteurs dont on sait qu'il a le plus d'impact sur le problème de santé aujourd'hui, c'est le fameux équilibre entre les acides gras oméga 6 et oméga 3. Et il faut absolument réduire toutes les sources d'oméga 6 dans l'alimentation, c'est-à-dire toutes les huiles, sauf l'huile d'olive et l'huile de colza. Et augmenter au maximum les oméga 3, c'est-à-dire manger du poisson au moins 2 fois par semaine. Et les gens qui en mangent 5 fois par semaine sont considérablement en meilleure santé que même ceux qui en mangent 4 fois. Donc il faut pousser au maximum sur le poisson. Une dernière remarque, mais vraiment la dernière des dernières. Vous savez qu'un laboratoire français avait sorti un médicament à base d'oméga 3 et tiré des poissons qui était le Maxepa, présenté pour les hypercholestérolémies et les hypertriglycédémies. Eh bien, ce médicament a été déremboursé il y a 5 ans. Et il revient aujourd'hui dans l'actualité, puisqu'effectivement, on reparle beaucoup des oméga 3. C'était un médicament à base d'oméga 3 mis sur le marché depuis 25 ans. Écoutez, nous sommes restés ensemble beaucoup plus longtemps que prévu. Ça veut dire qu'on était bien ensemble. Donc je vous demande d'applaudir nos intervenants.